Alors bonsoir à tous, merci d'être venus très nombreux. Un petit clin d'œil particulier à Orguelure, qui avait eu une réunion ce soir et qui l'a reporté pour être présent. Voilà. Alors l'association des usagers de l'eau, c'est une collégiale qui a pour membres différents habitants des communes de la communauté de communes, donc des 13 communes de la communauté de communes. Et nous sommes en collégiale. Je fais cette petite parenthèse parce qu'apparemment il y avait des gens qui ne nous connaissaient pas. C'est un collectif qui s'est ensuite mis en association et on travaille sur les sujets de l'eau depuis 1 an et demi. Alors je vais vous faire un petit historique de la loi sur le transfert de compétences et le rôle de notre communauté de communes. Une loi, la loi NOTRe, c'est un acronyme qui signifie Nouvelle organisation territoriale de la République, qui a été votée en 2015 et qui avait initialement prévu le transfert obligatoire de compétences des communes aux communautés de communes en 2020. Mais il y a eu d'énormes difficultés administratives et beaucoup d'opposition d'élus. Et du coup, une loi en 2018 a reporté le transfert obligatoire au 1er janvier 2026. Alors qu'aucune loi ne l'y obligeait, notre conseil communautaire, présidé par David Géant, a voté en septembre 2023 l'anticipation de ce transfert pour le 1er janvier 2025, donc 1 an avant la date obligatoire. Le président de la communauté de communes prétextait une nécessité absolue de passer à une gestion privée pour les 13 communes de la Comcom. Et la SEM, la Société des eaux de Marseille, était pressentie pour cette gestion. Malgré une pétition que nous avons, notre collectif, parce qu'au départ nous sommes constitués en collectif, on a fait circuler une pétition, rédigée, circulée, mise en ligne, qui a recueilli 1300 signatures et qui réclamait en fait une consultation citoyenne et des réunions publiques pour expliquer aux populations de la communauté de communes les enjeux et ce qu'ils comptaient faire. Il y a 3 communes qui se sont mis dans la résistance, Liman, Montlot et Revez-Saint-Martin, qui ont refusé la mainmise sur leurs tuyaux par la communauté de communes. Alors comment? On y reviendra tout à l'heure avec Camille Feller, le maire de Montlot, qui vous expliquera en détail comment ça s'est passé. Alors, fin du transfert obligatoire en 2026. Lors de son intervention récente, le Premier ministre, Michel Barnier, vous l'avez peut-être entendu, a déclaré que le transfert des compétences eau et assainissement ne serait plus obligatoire pour 2026, que ça allait être annulé. Alors cette décision d'une grande importance signifie en fait que les communes vont pouvoir garder la gestion publique de ces services essentiels, en tout cas pour celles qui le souhaitent et qui ne sont pas forcément déjà en service privé, en DSP. Alors cette annonce répond bien sûr aux préoccupations exprimées par de nombreux élus ruraux, l'association des maires de France, diverses associations des usagers de l'eau comme la nôtre, et des sénateurs, et en particulier Jean-Yves Roux, qui est notre sénateur des Alpes de Haute-Provence et qui a œuvré activement au Sénat pour cet amendement de loi. Alors le texte a été adopté au Sénat le 17 octobre 2024, donc là, c'est très récent, mais il doit maintenant passer en vote à l'Assemblée nationale.
Bon, en espérant qu'il soit adopté, a priori, ça ne devrait pas poser de problème. Mais bon, on ne sait jamais. Je vois Camille Dodeline, bon, de la tête. Alors, cette fin de transfert obligatoire va donc redonner aux élus la liberté du choix de leur mode de gestion eau et assainissement, l'occasion de conserver une organisation, une gestion plus efficace, de maîtriser les coûts et d'assurer un service de qualité et de proximité. Alors, quelles sont les raisons derrière cette décision? En fait, c'est une question qui fait polémique depuis très longtemps, ça c'est vrai, mais bon, il y a toutes les médailles ont leur revers, et le Premier ministre n'a pas caché dans sa déclaration que, en fait, cet engagement était un peu une concession aux communes pour faire passer la potion amère qui va tomber sur les collectivités locales de réduction des dotations. Thierry aura des petits slides tout à l'heure pour vous expliquer tout ça. Alors la raison n'est pas très glorieuse, hein, mais bon, on prend. Pour l'instant, on prend. Et nous sommes à un tournant pour notre association des usagers de l'eau Lure-Forcalquier. Dans le titre Lure-Forcalquier, je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, la communauté de communes s'appelle Forcalquier-Lure. Mais nous sommes au pied de la montagne de Lure. Donc on a baptisé notre association Lure-Forcalquier. C'est un petit peu un pied de nez, évidemment, à la communauté de communes, vous l'aurez compris. Donc notre association s'est construite sur l'opposition de ce transfert anticipé et de la gestion privée que la Comcom était en train de nous imposer. Mais les derniers événements donc imposent peut-être une nouvelle définition de l'identité de notre association et de son action. Alors on se battait contre le hold-up de notre eau, et désormais on va se battre dans le respect de la démocratie sur tous les enjeux majeurs de ce bien précieux, les enjeux sociaux, économiques, environnementaux. L'eau est l'affaire de tous, c'est un patrimoine et un bien commun que nous devons préserver et défendre tous ensemble. Je veux bien me présenter, donc je m'appelle Sylvie Mathieu. Voilà, j'habite à Saint-Étienne-les-Orgues et je suis conseillère municipale dans l'opposition à Saint-Étienne-les-Orgues. Et donc Thierry habite Sigons, Thierry Martin, voilà, qui est citoyen et qui fait partie de notre association. Vas-y. Tout à fait. Donc, moi, de mon côté, je vais vous montrer quelques slides. Déjà pour remettre des choses. Alors, un peu de lumière. Plus fort. Ok. On va mettre contre la bouche, ça devrait bien marcher. Donc, c'est surtout pour vous expliquer un petit peu déjà la situation de toutes les communautés de communes du département. Ensuite, démonter un petit peu certains parce que ce qu'ont dit les gens à la communauté de communes et surtout à Forcalquier, sur les prix, sur ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. Donc je vais essayer d'être assez rapide. Et on finira aussi par vous montrer ce que peut être l'efficience de boîte en délégation. Alors. Moi je suis Miro. Bon, donc déjà vous voyez, ça représente notre département. Ah, voilà. Avec quelques communes et départements limitrophes, puisque certaines communautés de communes sont à cheval sur les départements. Donc en vert au milieu, c'est là où il n'y a pas de flèche, c'est nous, c'est Forcalquier Lure. Juste au-dessus, en vert très clair, avec une petite bande, c'est le Javron, où pour l'instant, ils n'ont pas fait de transfert. Et ils sont en mixte, disons ce que j'ai appelé mixte, c'est que certaines communes sont en DSP, certaines communes sont en régie,
Et pour le cas du Javron, il y en a même quelques-unes, 4 si je me souviens bien, qui sont dans le syndicat. Le Pays de Banon, c'est pareil, plus ou moins. Ils n'ont aussi pas fait le transfert, ils ne comptent pas le faire, d'ailleurs, d'après M. Despieds, qui est le président de la communauté de communes. Ensuite, vous avez Manosque, qui est revenu en régie, alors toute la communauté de communes, depuis le 1er janvier 2024, donc c'est récent. Vous avez Castellane, qui est aussi en régie, Digne, qui est aussi en régie, Lubail, qui est en mixte, et Sisteron. Alors là, c'est Sisteron, M. Boujol en parlera beaucoup mieux que moi, mais alors ils sont à cheval sur 3 départements, la communauté de communes, et Sisteron, enfin au moins la ville, est en régie. Régie, ça veut dire secondaire. Oui. Il faut se rappeler que donc en 2022, sur les services d'eau potable, il y en avait 193 dans le département, avec uniquement 12% en délégation. Et ça baisse, puisque depuis déjà, Manosque est passé en régie, donc il y a encore beaucoup moins. Alors ça, c'est suite à des discours, des interviews de M. Géant, qui a dit que l'eau était moins chère cette année que l'année dernière à Forcalquier. Donc je vous ai fait des petits paragraphes où on voit que l'eau, lui il a dit que ça avait baissé à 7%. En vérité, pour une famille, ça a baissé entre 1,4 et 2%. Donc si on calcule avec l'inflation, ça a augmenté. Et ensuite, vous avez différence de prix, puisqu'il a dit qu'il avait l'eau la moins chère du département. J'ai juste pris Manosque. Pardon, je n'ai pas cherché plus loin. Mais déjà à Manosque, vous voyez que, eh bien, en fin de compte, quand on prend une famille, un couple déjà, une famille, c'est bien moins cher à Manosque qu'à Forcalquier. Et plus on augmente la consommation, et plus c'est moins cher à Forcalquier. Ah, Manosque, pardon. Donc voilà, ça c'était juste pour démonter un peu les dires. Oui, parce qu'en fait, le dire de David Jean, c'est de dire, voyez, moi je suis en délégation de service public avec la SEM, et je suis moins cher que des communes qui sont en régie. Oui. Et je suis la moins chère du département. Bon, ben... Non. Non. Tout à fait. Vas-y. Et la différence entre régie et syndicat, c'est quoi? La régie, c'est public. Syndicat. Le syndicat, c'est public aussi, mais c'est plusieurs communes regroupées. Ça pourrait être aussi privé, d'ailleurs, ça existe aussi. Ce que je disais, c'est qu'en fait, la slide précédente, si tu la remontes, c'est pour répondre au discours qu'on va entendre et re-entendre, qui est de dire qu'en partant en délégation de service public avec la SEM, donc une filiale de Veolia, il arriverait à Forcalquier à avoir des prix les moins chers du département. Pour dire qu'il est meilleur que les gens qui gèrent leur eau en régie publique, comme c'est le cas de Manosque. Donc ici, en tout cas, on voit que c'est pas vrai dans tous les cas. Non, c'est loin d'être le cas. En vérité, moi, ce que j'ai gardé, vous voyez, la petite barre bleue à gauche, enfin les 4 barres bleues à gauche, ce sont les consommations. Bon, j'ai voulu montrer aussi, alors ça c'est, je pense Madame Gros-Perrin vous en parlera aussi, j'ai voulu montrer aussi qu'à Forcalquier, parce qu'il faut toujours dire aussi ce qui est mal et ce qui est bien, à Forcalquier, ils ont une tarification qui avantage beaucoup les premiers mètres cubes, de 0 à 20, ce qui fait que, en théorie, parce qu'il n'y a personne qui n'utilise que 35 mètres cubes par an, c'est même un célibataire, il est plus près de 50 que de 35. Mais bon, ça n'empêche pas qu'avec cette tarification à Forcalquier, qui est plus basse dans les 20 premiers mètres cubes, en effet, vous voyez, ils sont à plus 12. C'est-à-dire qu'en effet, pour une petite consommation, ils sont moins chers que Manosque. Manosque a un prix de 0 à 200, c'est le même prix. Donc c'est là que vous voyez la différence. Et après, en montant, vous voyez bien que c'est 6%, 9%, 11%. Quoi. Donc ça aussi, c'est pour les gens qui nous disent que la DSP, c'est l'avenir. Parce qu'il y en a certains qui le disent encore la semaine dernière. Donc, en 2010, il y avait 34 000 services de l'eau, 12 400 délégations, donc au privé, hein, on est clair. En 2020, il n'y avait plus que 31 000, puisqu'il y a eu les agglomérations, elles sont passées, ont transféré les compétences avant nous. C'était obligatoire en 2020, donc il y a moins de services de l'eau, mais il n'y avait plus que 6 380 en délégation. Alors depuis 2020, alors la FP2E, je vous ai mis ce que c'est. En
fin de compte, c'est juste une fédération de Veolia, de Suez, enfin, toutes les grosses boîtes de la flotte. Donc, j'ai plus leurs chiffres depuis 2020, tout simplement parce que je crois qu'ils les communiquent plus. Enfin, moi, du moins, j'ai pas pu les trouver. Mais malgré ça, le lobbyiste continue de dire que partout à la communauté européenne et dans le monde entier, en Amérique du Sud, en Asie, ils disent regardez le système à la française, tout est privé. Bon, vous voyez bien que c'est faux. Actuellement, donc, il y a plus de 90% des communes de moins de 1500 habitants qui sont en régie publique. Alors, régie publique, Monsieur Poujol ne vous en touche pas de mots. Régie publique, ça veut tout et rien dire. Il y en a beaucoup de différentes. Mais bon, c'est quand même de la régie publique dans le sens que c'est les citoyens et les élus qui s'en occupent. Et en 2021, donc il y avait 68% des services publics d'eau potable qui faisaient l'objet d'une gestion directe en régie. Donc ça comprend aussi les agglomérations, les métropoles, les grandes villes, les petites villes, donc c'est pour ça aussi la différence. Hein. Mais bon, c'est intéressant. Quand je vous mets sur ce 6PA, je vous conseille de retenir ce site. C'est un organisme de l'État qui en fin de compte, récupère toutes les données de tous les villages de France, de toutes les intercommunalités, et on peut retrouver chez eux, par exemple, ils ont une carte interactive qui donne vraiment tous les prix de l'eau, de l'assainissement, les prix totaux par village. C'est vraiment super intéressant, je vous conseille de noter et d'aller les voir. Et ça, c'est pour mes camarades de l'Ardier. Parce que ça aussi, c'est pareil. Ils nous ont dit, je ne sais pas combien de fois dans les réunions du conseil communautaire, que les gens du privé, ils faisaient mieux que nous. C'est-à-dire que les gens du public. Bon, mais voilà. Donc j'ai pris juste le rapport de la Société des eaux de Marseille 2023 pour l'Ardier. Ce qui veut dire que ça couvre 2022 et les années avant. Donc le pointillé rouge, c'est le rendement des tuyaux, c'est-à-dire l'eau que vous mettez dans les tuyaux, alors ou achetez ou de l'eau de source, et que vous envoyez vers les usagers. Donc vous voyez, en 4 ans, ils sont passés d'un rendement de 93% à 63%. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 30%. Et c'est pas moi, ce graphique n'est pas de moi. Hein. Qu'on soit bien clair. C'est le rapport des eaux de Marseille. Donc ils ont perdu ça. Quand vous voyez à droite, donc l'année 2022, l'eau, la barre bleue au fond, le rectangle bleu en haut, il représente environ, si je me souviens bien, c'était 7000 mètres cubes. Il faut savoir que cette année-là, l'Ardier a acheté 9000 mètres cubes d'eau au plateau d'Albion. C'est-à-dire que l'eau que vous achetez, celle-là vous l'achetez, c'est pas l'eau de source. L'eau que vous avez achetée au plateau d'Albion, vous l'avez envoyée dans les champs, enfin où, je ne sais pas où, mais surtout pas chez les usagers. Par contre, ils l'ont payé. Donc c'était juste pour montrer l'exemple de l'efficience des eaux de Marseille. Ah non, c'est loin, vous voyez. Bon, quand ils ont signé le contrat, de 12 ans en 2012. Ils se sont engagés à faire 80% la première année, 82, 84, 86, et à partir de 2016, ils auraient dû être à 86%. Donc vous voyez comment c'est. Il y a eu 3 années où ils étaient au contrat. Voilà. Et là, depuis alors, j'ai pas les chiffres 2023-2024. C'est très long, tous ces chiffres. Mais bon, vous voyez bien comment ça a baissé, quoi. 30%, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Un manque d'entretien. Ils n'ont pas beaucoup Pardon. Un manque d'entretien. Certainement, oui, les fuites. Mais écoutez, c'est pareil, ce rapport, moi je l'ai lu en entier, et ça fait 170 pages. Les raisons évoquées ou invoquées pour les fuites, dont ça est risible, quoi, disent que c'est. Bon, on ne l'a pas trouvé parce qu'il y avait trop de bruit, donc vous connaissez l'Ardier. En règle générale, il n'y a pas tant de bruit que ça. Donc c'est quand même énorme. C'est perdre 7000 m3, c'est-à-dire à 30%, plus de 30% de toute l'eau qui a été. Alors eux, ils appellent ça distribuée, mais bon, elle est distribuée, oui, je vous dis, dans les fuites. Donc c'est tant pis pour les gens de l'Ardier, c'est eux qui les payent. Mais bon, si on a bien compris, le maire de l'Ardier
il veut pas en démordre, il veut rester au DSP. Bah, écoutez, s'il y a ici des citoyens de l'Ardier, je vous conseille d'aller leur parler. Quoi. Ce rapport, vous pouvez lui demander, il est obligé de vous le donner. Ils n'ont pas problème batté. Ils avaient un problème à deux. Donc voilà, pour moi c'est bon. Donc si je prends le micro, pas de problème. Bonsoir, moi je suis Pierre Lavoie, je fais partie aussi du bureau collégial de l'association. Et puis on va passer maintenant à... il y avait une question, alors oui. Je suis là comme l'intérêt de monsieur... Oui, l'intérêt de monsieur Géant de vouloir travailler avec la salle au lieu de mettre dans le régie public. Quel intérêt il a? Alors les voix de monsieur Géant sont dans une certaine mesure impénétrables, on pourrait dire ça comme ça, mais en tout cas ce qui est avéré, c'est qu'il nous a donné des prétextes et des raisons qui n'en sont pas, notamment pour l'anticipation en évoquant les élections municipales, alors qu'il n'y a aucune intercommunalité de France qui a jugé ça problématique. Mais en gros, on pense qu'il voulait simplement pas s'en occuper. Il voulait s'en débarrasser et il en a profité pour faire des deals avec certaines municipalités. C'est à peu près de cet ordre-là, quoi. Il voulait pas s'en occuper. Merci. Économiser les personnes. J'aimerais savoir ce rapport sur l'Ardier, dans quelles circonstances il a été fait et s'il existe sur d'autres communes de notre territoire. Oui, oui. C'est obligatoire, tous les ans. Attendez, on va arriver ou pas? Alors, les rapports sur l'eau, bon, alors après, ils sont plus ou moins complets, hein, ça dépend des communes, mais c'est obligatoire tous les ans et c'est consultable par n'importe quel citoyen. Dans le cas de l'Ardier, de la Seine, il suffit que vous demandiez à M. Bucellio, et il devrait vous le donner. Et ils sont votés par le conseil municipal. Ça s'appelle les RPQS, rapports sur le prix et la qualité des services. Il y en a un pour l'eau, un pour l'assainissement. Et donc, comme c'est des pièces annexes à des délibérations du conseil municipal, effectivement, ils sont consultables par tout un chacun. Là, pour l'Ardier, c'est un peu différent, si j'ai bien compris, parce que c'est le rapport que le délégataire doit à la commune. Mais toutes les communes ont un rapport, et ils sont à peu près tous faits sur le même modèle, parce qu'en fait, on doit remplir un logiciel, c'est validé par la DDT, donc il y a quand même peu de variations d'une commune à l'autre sur la complétude du rapport. Disons que les communes en régie, elles rapportent ce qu'on leur demande, c'est-à-dire avant tout des chiffres. Les rapports de la Seine, il y a 48 pages de blabla, il y a 22 pages sur comment se protéger des attaques terroristes. C'est ça, hein. C'est pour ça que quand je vous dis que ça fait 170 pages, ça les fait, hein. Je les ai lus. Merci pour ton sacrifice. Ok, alors, on va... Est-ce que vous voulez vraiment une dernière question? Merci. C'était une question par rapport à l'introduction. Là, avec le changement de la loi, on a l'impression que c'est gagné. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la Comcom est revenue sur sa décision? Est-ce que cette décision est votée? Alors, elle n'est pas encore votée au niveau de la Comcom, mais l'amendement de loi doit encore passer à l'Assemblée nationale. Mais il y a eu, je pense, au niveau de la Comcom, une concertation. Et étant donné que la loi va être modifiée, a priori, le transfert de compétences n'aura pas lieu des communes à la communauté de communes, dans la mesure où la loi va être abrogée, quoi. Donc, voilà. Okay. En principe, on espère. Okay. Normalement. Mais par contre, pour finir, excuse-moi, pour finir la question, ça ne veut pas du tout dire que les villages vont rester en régie publique. Voilà. Parce que c'était ça. Non, c'était pour savoir si c'était. Si ça se faisait plus. Enfin, si c'était. Ça sera plus au niveau communautaire, mais les communes, il y en a certaines qui vont être en DSP, ça c'est sûr. Oui, mais sur ce que vous venez de dire, moi je l'ai lu dans ce qu'il vous a répondu sur Facebook. Hein, il vous a répondu, donc je vais le lire. Hein. C'est d'ailleurs la même instance réunie hier soir qui a décidé que les communes conserveraient leurs compétences, conformément à ce qu'a dit le président.
avait déclaré au Conseil communautaire l'année dernière. C'est-à-dire ce qu'il avait dit l'année dernière, que j'ai retrouvé dans les documents, et il dit, parce qu'il me semble qu'il a eu une réunion de bureau la semaine dernière. C'était, alors, je vous réponds. Oui, C'était la semaine dernière, c'était le Conseil des maires. Voilà. C'était le Conseil des maires qui ont été réunis de manière relativement informelle, parce que c'est pas un vote, c'est un collecte d'opinion en quelque sorte. Et c'est ce commentaire qui est probablement signé du président de la Concom veut dire qu'effectivement ils sont en train de retourner. Et c'est effectivement, si vous regardez, on va boucler là-dessus, pour l'histoire, le 21 septembre 2023 a eu lieu un conseil communautaire à Fort-Calquier pour voter justement l'intention d'anticipation et de DSP. L'intention, hein, d'accord, qui fait lancer le fait qu'il y aurait une consultation publique pour aller chercher la Seine au hasard. Voilà. Et puis, et à ce moment-là, si vous regardez les vidéos, Jean a toujours dit qu'il ne voulait pas faire ça et que si la loi changeait, il ne le ferait pas. Et il a fallu qu'on insiste, d'ailleurs je crois que c'est M. Vulque, élu de Saint-Étienne, qui a insisté pour que ça soit dans les délibérations, en fait, que ça soit inscrit. Il avait mentionné dans le PV de délibération de ce conseil communautaire que, de façon très claire, que si la loi changeait, parce que bon, on était en 2023 et le transfert obligatoire en 2026, ça laissait encore du temps, et il y avait déjà beaucoup d'élus qui manifestaient leur mécontentement. Donc qu'il reviendrait si la loi changeait sur ce vote. Voilà. Ok, on va passer à la suite. Oui. Bon, ça c'était le passé. Le passé qui est en train de passer, mais qui semble être vraiment en train de passer pour le bon. Alors, donc on va passer aux interventions de nos 4 invités ici, que je vais vous présenter dans l'ordre d'apparition, ce ne sera pas l'ordre d'intervention. Alors on a Camille Feller qui est maire de Montlot, Madame Anne Gros-Perrin, Madame Camille Feller, pourquoi Madame Alain n'est pas là? Anne Gros-Perrin, qui est vice-présidente de la métropole du Grand Lyon, déléguée au cycle de l'eau et présidente de la régie au public du Grand Lyon, qui a traversé un certain nombre pas d'épreuves, mais de problèmes qui sont complètement liés à ce qui nous concerne aujourd'hui. On a ensuite Vincent Poujol, qui est du cabinet Chloé de Sisteron, qui a été confronté à l'organisation de plusieurs communes pour des enjeux intercommunaux de partage de la ressource et d'organisation. Et puis, finalement, on a Kérouan Leroux, juste à votre droite, qui nous vient du Jabron, du collectif Eau pour tous, qui a, juste avant le retour de l'Assemblée, enfin le retour du Premier ministre sur la loi, avait déjà obtenu des gains auprès de l'intercommunalité du Jabron. Alors, mais dans ce premier temps, on va demander à Anne Gros-Perrin d'intervenir, sachant que à Lyon, sur le Grand Lyon, il y a une organisation qui s'est mise en place, qui est à la fois démocratique et citoyenne, et qui nous donne une idée de vers quoi on peut aller. C'est-à-dire comment on pourrait essayer de changer radicalement notre gestion de l'eau, de la ressource en eau, qu'elle soit plus démocratique, qu'elle soit plus équitable et qu'elle soit plus raisonnée. C'est pas une chimère, c'est pas un rêve, ça se fait à une échelle comme le Grand Lyon, qu'on peut imaginer un petit peu plus complexe que celle de nos communes locales. Voilà, merci. Merci de m'accueillir ici. Hein. Ça me fait plaisir de venir vous voir ce soir parce que ça m'a permis de prendre 3 jours de vacances. Après une semaine de gestion des inondations dans la métropole de Lyon, ça va nous faire du bien. Je vais juste planter le décor parce que je voulais revenir sur des chiffres qui ont été projetés. En fait, effectivement, il y a beaucoup plus aujourd'hui de services publics de services publics de l'eau, enfin en gestion publique, qu'en gestion privée, hein, ça a été montré tout à l'heure, mais en nombre d'habitants, en France, majoritairement, c'était en gestion privée. C'est-à-dire qu'on était, ces dernières années, à 40%, 41% environ, en nombre d'habitants, en gestion privée, en délégation de services publics.
Et donc ça est en train de basculer. C'est-à-dire qu'on a passé quasiment à 50% avec le passage de la métropole du Grand Lyon, 1,4 million d'habitants, et Bordeaux, qui l'a fait exactement en même temps que nous. Et on a, puisqu'on fait partie maintenant, la régie au public du Grand Lyon fait partie de France au public, qui est la fédération qui regroupe les régies en France dans un objectif de mutualisation, de réflexion commune et de portage en fait de l'intérêt de la gestion publique, des fondements de la gestion publique. On constate effectivement qu'il y a eu une montée de la gestion publique, une nouvelle remontée de la gestion publique, parce qu'en fait, il y avait des gestions publiques qui étaient instaurées en France depuis fort longtemps, mais qui ont été privatisées, puisqu'en France sont nés les grands majors de l'eau, en fait, Veolia et Suez sont nés en France, ils sont même nés à Lyon, donc c'était la Lyonnaise des Eaux et la Générale des Eaux. Donc ça a été aussi un moment très symbolique à Lyon, du repassage en gestion publique de l'endroit où sont nées les grandes sociétés privées de l'eau. Je vous plante le décor parce que c'était quand même... on les a sortis par la porte, ils ont quand même essayé de rentrer par toutes les fenêtres. C'était quand même un peu compliqué. Voilà. Dire également que, pour planter le décor, qu'il y avait à Lyon, dans la métropole de Lyon, une association qui s'appelle Au Bien Commun. Elle est présente dans plusieurs endroits en France, qui a beaucoup œuvré pour sensibiliser la population, les citoyens, à l'intérêt, l'importance du retour en gestion publique. Et les discussions, les discussions avec cette association, des élus politiques, enfin de ceux qui sont devenus ensuite élus politiques à la métropole et à Lyon, ont porté en fait aussi sur cette gestion de l'eau en bien commun, et on a choisi de le porter dans le programme de la nouvelle majorité écologiste et de gauche de la métropole et de Lyon, qui ont donc intégré ce passage en gestion publique comme un élément important du programme du mandat, comme une priorité de ce mandat. Et donc on avait en fait assez peu de temps pour le faire, puisqu'on a été élu en juin 2020, au moment du Covid, vous vous souvenez, et on avait jusqu'au 31 décembre 2022, donc 2 ans et quelques mois, pour faire ce passage en gestion publique de 58 communes qui font partie, donc qui sont alimentées par maintenant une grande régie publique au public du Grand Lyon. Donc c'était un temps qui était quand même plutôt court, même si on avait une délégation de service public qui était une délégation de ce qu'on appelle de deuxième génération, c'est-à-dire qu'elle avait été bien bordée avec des indicateurs assez précis, avec des conditions qui permettaient d'anticiper éventuellement un retour en gestion publique, parce qu'il y avait quand même quelques élus dans un mandat avant qui s'étaient dit qu'il faut qu'on se donne la possibilité de... Et donc la rédaction du contrat était plutôt favorable à ça. Je peux vous dire qu'avec le processus complexe qu'on a mis, processus de projet pour passer en gestion publique, on a quand même découvert des tas de choses après concrètement dans la gestion privée qui était en place. Donc c'était une priorité très importante. Pourquoi la métropole de Lyon a fait ce choix ? Elle a fait ce choix parce que c'est vraiment un choix fondamentalement politique, politique au sens noble du terme, le retour en gestion publique, parce que nous pensons que l'eau doit être gérée en patrimoine commun. C'est un droit humain, mais c'est aussi un patrimoine commun que nous partageons non seulement au sein de l'humanité, mais avec l'ensemble du vivant. Et que quand on parle d'eau, en fait, aujourd'hui, et encore plus qu'avant, on parle de nos conditions de vie. Et ça, c'est fondamental. Et les conditions de vie, on ne peut pas les confier à des intérêts privés. Seules les collectivités peuvent défendre des finalités de droits humains, des finalités écologiques, des finalités économiques, des finalités démocratiques, des finalités d'équité. Une collectivité, elle a cette vocation. Une société privée, elle a la vocation de la rentabilité, même si elle a des compétences, elle a la vocation de la rentabilité, elle n'a pas la vocation de l'intérêt général. Donc ça, c'est fondamental, c'est un socle qui a été vraiment le socle de notre réflexion politique, de poursuivre vraiment ces finalités d'intérêt public à travers ce retour en gestion publique. Du coup, on a une démarche dès le début
mandat, j'ai associé, alors on avait une opposition qui était vent debout, hein, il y avait l'histoire d'ailleurs de l'ancienne majorité, des liens de l'ancienne majorité avec Veolia étaient connus à Lyon, hein, il y avait des liens qui ont fait beaucoup parler les médias d'ailleurs. On a choisi de travailler au sein de la majorité, c'est-à-dire qu'au départ on n'a pas associé l'opposition, j'ai monté un groupe de travail majoritaire de toutes les composantes de la majorité pour travailler sur le retour en gestion publique. Et on a rapidement, en quelques mois, étudié, on a fait un benchmark, on a rencontré tous ceux qui avaient fait ce travail-là avant nous, Haute-Paris, hein, puisque Paris est passé il y a 14 ans en gestion publique, avec donc Anne Lestrade, sa présidente, qui nous a accompagnés, nous a aidés également à travailler sur ce sujet-là. Et puis il y a eu Grenoble, il y a bien longtemps, vous vous souviendrez sans doute de l'affaire Carignon, hein, qui a été le déclencheur en fait du retour en gestion publique à Grenoble. Et puis d'autres communes, effectivement, qui l'avaient déjà fait, d'autres communes qui l'avaient déjà fait, avec qui on a vraiment travaillé. Et ça, si vous allez dans le futur vers ces choix-là, je vous invite vraiment à le faire. C'est essentiel de s'appuyer sur les expériences des autres, même si on le verra, l'histoire de l'eau, elle est singulière à chaque territoire. Donc on a travaillé et on a fait le choix d'une régie à autonomie financière et à personnalité morale, c'est-à-dire un établissement à caractère industriel et commercial qui a pleine mission, pleine et entière, hein, y compris sa gestion financière, déléguée par la collectivité, qui reste néanmoins autorité organisatrice du service public de l'eau potable. Quand on est arrivé, il n'y avait plus de schéma, de cadre stratégique pour l'eau potable. Le cadre stratégique à l'échelle d'une collectivité aussi importante, hein, qui alimente autant d'habitants, c'est la vision à long terme du service public de l'eau potable. C'est-à-dire comment on va alimenter les populations dans 15 ans, dans 20 ans, etc. Et donc ça, c'est un travail qu'on a fait avant le passage en gestion publique, en tout premier lieu. On s'est redoté d'un cadre stratégique pour se dire vers quoi on va et comment on va, quelle priorité on se donne et comment on va gérer cette relation entre l'autorité organisatrice qui reste la métropole et sa régie, donc qui est l'outil public de gestion de l'eau. Et donc ce cadre stratégique nous a permis de définir un certain nombre de priorités. Les missions qu'on a voulu confier à la régie publique, elles vont bien au-delà des missions habituelles qui sont confiées à un délégataire, qui est finalement l'exploitation. L'exploitation, c'est la production et la distribution d'eau potable. Des fois, c'est même séparé. Il y a des syndicats producteurs et des syndicats distributeurs. Là, il s'agissait d'une unité, en fait, hein, c'est une unité qu'on avait détachée de Veolia d'ailleurs, parce qu'il y avait eu un scandale aussi sur le prix de l'eau à Lyon. Donc il y avait eu en 2012 une baisse importante, moins 24% du prix de l'eau, puisqu'il y avait eu un nouveau, c'est ce que je vous ai dit, un nouveau contrat qui bordait beaucoup mieux le contrat, beaucoup mieux les conditions du contrat. Et donc on a décidé de donner à la régie des objectifs beaucoup plus vastes que cette simple production et distribution d'eau potable. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'en fait on ne peut pas gérer l'eau aujourd'hui uniquement en pensant production et distribution. On est obligé de penser gestion de la ressource. Il y a 1000 villes et villages en France qui, en 2022 et 2023, et encore cette année, malgré l'eau qui est tombée, hein, il y a des territoires où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau potable, il y a des ruptures d'alimentation d'eau potable, il y a des villages qui sont alimentés en camions-citernes. Sur les 2 années de sécheresse, ça a été vraiment très important, hein, 1000 territoires qui sont concernés par ça. Et que nous devons impérativement avoir une vision à long terme pour la gestion de la ressource et pas une vision à court terme. Or, une délégation de service public, typiquement, c'est à court terme. C'est vous signez un contrat avec un délégataire de 6 ans, 7 ans. C'est pas ce qu'on appelle une vision à long terme. Aujourd'hui, on est obligé de penser les conditions dans lesquelles on va alimenter
la population par une eau de qualité dans 15 ans, dans 20 ans, et voire même au-delà, à 2050, puisque c'est le travail qu'on est en train de faire, nous, sur Lyon, et je vous expliquerai pourquoi peut-être si nous avons le temps. Donc c'est vraiment un choix, la gestion publique, un choix d'une vision à long terme de la gestion d'eau, et non pas à court terme, pour répondre vraiment aux besoins du territoire, pour répondre aux besoins d'investissement. On a besoin d'investir pour pouvoir avoir des réseaux qui ne sont pas fuyards. On l'a vu tout à l'heure, il y avait un exemple qui permettent effectivement d'avoir une bonne performance de réseau, de ne pas perdre d'eau, d'aller vers la sobriété de nos usages. Il faut effectivement avoir ce renforcement des investissements. Il faut aussi pouvoir sécuriser et diversifier les ressources. Il y a des endroits où les territoires effectivement dépendent des fois d'une seule ressource, et cette ressource unique, eh bien, elle est en diminution, ou elle est en tension, elle est en fragilité, en vulnérabilité. Donc il faut aussi pouvoir anticiper ces questions-là et lutter contre les pollutions. Alors les pollutions, peut-être que vous êtes moins impactés dans vos territoires, je ne connais pas la réalité mais on sait que la grande partie de nos masses d'eau en France sont aujourd'hui impactées par des polluants, ce qu'on appelle les micropolluants, qui sont les micropolluants d'origine agricole ou d'origine industrielle. Et dans la métropole de Lyon, on est particulièrement concerné par la question des polluants éternels, les PFAS, qu'on appelle les PFAS. On a la vallée de la Chimie qui nous a placés à un épicentre de cette pollution qui impacte une partie de nos masses d'eau. Mais on a également une partie de la nappe, ce qu'on appelle la nappe de l'Est, sur laquelle on a 8 captages, dont 5 actuellement sont fermés pour des pollutions d'origine agricole. Et il y a énormément de captages aujourd'hui en France. Il y a des milliers de captages qui ont été fermés ces dernières décennies pour ces raisons de pollution. Donc la vision à long terme, elle concerne aussi la qualité de l'eau et pas seulement la quantité. Et la reconquête éventuellement, donc selon les territoires où on se trouve, des aires de captage. Reconquête des aires de captage, c'est vraiment arriver à mettre en place sur les aires de captage qui alimentent nos ressources en eau potable des politiques de préservation de la ressource. On pourra y revenir. C'est vraiment la première raison. La seconde raison du retour en gestion publique, c'est la maîtrise technique d'un service d'importance vitale. L'eau potable, c'est un service d'importance vitale, je vous l'ai dit, c'est nos conditions de vie qui se jouent maintenant et à l'avenir. Et on est dans une période de tension accrue sur la ressource qui implique une responsabilité forte des collectivités et de leurs élus dans une période de changement climatique, dans une période de tension sur les ressources. Et on s'est beaucoup, en fait, surtout dans les grandes agglomérations, on s'est beaucoup démis de cette responsabilité. Les élus, finalement, préféraient confier ça à des délégataires privés. Ils n'en portaient pas la responsabilité, ils en assuraient plus ou moins le contrôle, mais ils n'en portaient pas la responsabilité. Et c'est accepter de prendre cette responsabilité pour réintégrer, en fait, cette maîtrise au sein du service public. On réinternalise, en fait, la compétence, parce qu'on a perdu la compétence de gestion des services publics d'eau potable dans beaucoup de communes importantes. Donc c'est des savoir-faire, c'est des technologies pointues qui demandent effectivement des fois des procédés complexes, qui demandent des formations, Donc il faut vraiment intégrer cette maîtrise technique à la gestion et au patrimoine public pour pouvoir faire face à ces contextes en tension pour l'avenir. C'est une question de responsabilité de la collectivité. C'est la façon, en tout cas, dont moi je conçois le rôle de l'élu local. Dans les raisons fondamentales qui nous ont guidés également, il y a la garantie d'accès universel à l'eau pour toutes et tous. Alors, je ne sais pas quelle est la réalité de vos communes, c'est pareil, chaque territoire étant singulier. Dans la métropole de Lyon, on a quand même 3000 personnes qui vivent à la rue en permanence, qui n'ont pas accès à l'eau. Et 22 000 personnes qui vivent dans des conditions précaires, très précaires, c'est-à-dire qu'elles vivent dans des squats, dans leur voiture, sans accès à l'eau pour leurs besoins essentiels, boire, manger, tout simplement, sans parler même de l'hygiène et de la dignité. Ça fait quand même beaucoup de monde. 25 000 personnes qui n'ont pas accès à l'eau, alors que c'est un droit fondamental déclaré par l'ONU, et on doit
en tant que collectivité, se pencher sur ce problème-là. C'est fondamental et c'est une des missions qu'on a confiées donc à la régie, en dehors donc de toute la mission nouvelle de préservation de la ressource. Il y a cette mission du droit, de la garantie du droit universel d'accès à l'eau pour toutes et tous. Et enfin, un autre élément qui nous a guidés, c'est un élément fort de la discussion de ce soir, c'est l'élément démocratique. Les citoyens, pendant des décennies, ont été éloignés de la gestion de l'eau parce que c'est un sujet qui a été extrêmement technicisé. C'est vrai que souvent, c'était abordé de manière très technique. Et les citoyens ont perdu de vue les enjeux politiques de la gestion de l'eau. Et ça, c'est absolument indispensable que les citoyens puissent s'en ressaisir aujourd'hui, toujours pour les raisons que je vous ai données, hein, mais parce que c'est nos conditions de vie et parce qu'on a, en tant que citoyen, un droit de regard, un droit de participation à la gestion de ce patrimoine commun. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui nous a aussi beaucoup guidés dans la conception des missions de la régie. C'était l'association des citoyens à la gouvernance du service public. Une fois qu'on a dit ça, les grandes régies, les régies sont gérées par des conseils d'administration. Beaucoup de grandes régies ont réservé effectivement des places aux citoyens au sein de leur conseil d'administration. Au de Paris, je crois qu'il y en a 2. Enfin, là, nous avons décidé sur un conseil d'administration de 20 personnes de réserver 4 places aux usagers. 4 places aux usagers, pour l'instant, c'est la régie en France qui a le plus de représentants des usagers. Il y a 14 élus et 2 représentants des salariés. C'est comme ça que le conseil d'administration est composé. 14 élus dont on a souhaité qu'ils représentent toutes les opinions politiques du conseil métropolitain. Ce qui n'était pas forcément évident, puisqu'il y avait donc une opposition très forte, mais on l'a intégré néanmoins, et pas majoritaire, mais on l'a intégré dans la gestion de la régie, parce que ça nous semble essentiel qu'aujourd'hui, tout le monde participe, quelle que soit l'opinion politique, à cette gestion du patrimoine commun. Donc une fois qu'on a décidé qu'on avait 4 usagers au sein du conseil d'administration, on s'est dit, mais oui, mais on fait comment? Parce que qui les désigne, ces 4 usagers? C'est pas les élus qui vont les désigner, sinon ils ne représentent plus les citoyens. Et comment on organise leur redevabilité? Parce que si on désigne des usagers, il faut qu'ils rendent compte à quelqu'un. Donc on a eu toute une démarche, et on sait en plus que dans ces structures-là, et dans les conseils d'administration, moi je viens d'éducation populaire et du monde associatif, j'ai dirigé pendant 30 ans des associations, je sais que si on ne fait pas attention à cet exercice démocratique, les gens ne représentent au bout d'un certain temps plus qu'eux-mêmes. Si on n'organise pas cette redevabilité, si on n'organise pas cette démocratie, si on n'en prend pas soin en permanence, eh bien, on en perd l'objectif et le sens. Donc on a eu une réflexion en se disant comment fait-on pour faire en sorte que ces 4 usagers soient démocratiquement désignés. Et on a accompagné en fait toute la création de la régie pendant la 2e année de préfiguration d'une grande démarche, d'abord de sensibilisation, qui s'est appelée Au Futur, et qui était une démarche de mobilisation des citoyens sur la question de l'eau. Et on s'est dit comment on fait, parce que les citoyens étant éloignés, comme j'ai dit, des enjeux politiques de l'eau, hein, pour des questions effectivement de la façon dont ça a été géré et présenté pendant très longtemps, avec des référentiels très extractivistes en fait de l'eau, il fallait effectivement qu'on trouve un biais pour que les citoyens puissent se sentir concernés. Et on a choisi de faire une démarche qui s'est appuyée sur les imaginaires. Comment imaginer ensemble un futur désirable avec moins d'eau? Parce qu'en fait, c'est ça la question à laquelle on va être confronté dans beaucoup de territoires. Comment on fait pour imaginer ensemble ce futur désirable avec moins d'eau? Et ça a été très intéressant parce qu'on l'a abordé par plein de moyens, hein, des ateliers théâtre, de la vidéo, de la poésie, dans les écoles, dans les EHPAD, dans 5 minutes. Je vais terminer. Non, c'était 5 minutes. Ok. Donc on a vraiment essayé d'aller dans les lieux de vie, hein, dans différents lieux de vie, pour que les citoyens puissent participer à cette réflexion. Et ça a été vraiment très intéressant, et il y a plein de citoyens qui se sont accrochés à la démarche parce qu'ils se sont dit, oui, finalement, tout le monde peut participer avec son imaginaire à imaginer ensemble un futur qui soit désirable.
Et donc on a accroché plein de citoyens comme ça, qui se sont embarqués dans cette histoire de la gouvernance de l'eau, et on a amené ce sujet de la gouvernance. En fin de démarche, donc il y a 8000 personnes qui ont participé à cette démarche dans le Grand Lyon, beaucoup par le biais d'associations, mais scolaires, etc. Et on a donc réussi à poser cette question de la gouvernance qui a permis d'accrocher, je dirais, le mot accrocher, c'est concerner en fait un certain nombre de citoyens qui ont vraiment participé jusqu'au bout à la définition de cette gouvernance. Et au bout de cette réflexion sur la gouvernance, une assemblée des usagers de l'eau, qui maintenant regroupe 120 personnes, qui reste ouverte, c'est-à-dire que les gens qui sont intéressés peuvent encore y participer. D'ailleurs, il y a régulièrement des gens nouveaux qui s'y inscrivent, je vous explique comment elle fonctionne très rapidement. Et cette assemblée des usagers de l'eau a désigné démocratiquement les 4 représentants au sein du conseil d'administration de la régie. Et ces 4 représentants, aujourd'hui, qui participent à tous les conseils d'administration de la régie, sont redevables de leur action, de leur représentation auprès de cette assemblée des usagers. Alors, ce n'est pas l'ensemble des usagers, bien sûr, évidemment, mais c'est quand même un certain nombre d'usagers dont un certain nombre de responsables d'associations, enfin de représentants d'associations qui font partie de la CCSPL, Commission consultative des services publics locaux, et puis des citoyens lambda qui se sont intéressés à la démarche. Cette assemblée des usagers, elle n'a pas vocation à intervenir sur toutes les délibérations de la régie. C'est absolument pas possible et on ne pourrait pas avoir une fluidité de travail avec l'assemblée qui permette de travailler sur tous les sujets. Par contre, elle se saisit de grands sujets stratégiques liés à l'eau. Toute l'année 2023, l'Assemblée a travaillé sur la tarification. Il y a une nouvelle tarification qui s'appelle tarification solidaire et environnementale de l'eau qui va être appliquée à partir du 1er janvier 2025. Et c'est avec les citoyens qu'on a construit cette tarification. C'est pas tout seul, les élus dans notre coin. C'est vraiment un travail itératif qu'on a fait avec les citoyens qui étaient impliqués dans l'Assemblée. Nous étions garants du cadre réglementaire, nous étions garants des principes en fait sur lesquels on voulait emmener cette tarification, mais avec une réflexion ouverte avec les citoyens qui nous a amené à proposer en fait une nouvelle structure tarifaire de l'eau potable avec au départ, pour donner un exemple, il y a des citoyens qui sont arrivés en disant il faut qu'on arrête l'abonnement, l'abonnement c'est injuste parce que si on est tout seul derrière un abonnement ou si on est 6, on paye le même prix. Et d'autres disaient mais pas du tout, c'est normal qu'il y ait une contribution solidaire au service public. Et donc il y a eu des discussions très animées et très intéressantes sur ce sujet-là pour finir par un arbitrage sur on conserve l'abonnement, on conserve la participation solidaire au service public, parce que le service public, il a un socle et qu'il ne peut pas fonctionner sans rien, et que c'est nécessaire, effectivement, de garantir ce socle et qu'on en est tous solidaires. Donc, on est parti d'une réflexion où il y avait vraiment une controverse, et on est arrivé à ça. Il y avait aussi des principes sur lesquels les citoyens voulaient impérativement qu'on aille, c'est-à-dire les premiers mètres cubes gratuits. En fait, c'est traduit en 12 premiers mètres cubes, c'est pour ça que je dis 12 maintenant. Mais c'était les premiers mètres cubes gratuits, les premiers mètres cubes à 0. Parce que ce sont les premiers mètres cubes vitaux. C'est-à-dire on a pris 12 mètres cubes parce que c'est 1 mètre cube par mois, c'est 35 litres par jour, c'est ce qu'il vous faut pour boire, vous alimenter et prendre votre douche, en gros, vraiment les besoins élémentaires. Quand on paye l'eau, en fait, on a l'habitude de le calculer en mètres cubes. C'est la part variable, vous payez la part variable, l'abonnement et la part variable. Finalement, ce qu'on paye à travers l'eau, c'est le service de l'eau, plus que l'eau elle-même. Et on a eu l'habitude de la compter en mètres cubes, mais aujourd'hui, nous, on pense qu'un mètre cube n'est pas égal à un mètre cube selon l'usage qu'on en fait. Donc on a mis en place une tarification dans la réflexion qu'on a fait avec les citoyens, qu'on a menée avec les citoyens, on a mis en place une tarification progressive. C'est-à-dire qu'on a différencié les usages domestiques et les usages non domestiques, professionnels, et on a mis en place une tarification progressive pour différencier pour les deux, ce que la loi nous autorise. On a donc été donc garant du cadre réglementaire dont je vous parlais. Et donc cette tarification progressive, elle intègre ces 12 premiers mètres cubes à 0, ensuite de 12 mètres cubes jusqu'à 180 mètres cubes pour
ne pas pénaliser les familles nombreuses, on a une première tranche de tarification, et au-delà de 180 mètres cubes, qui sont les usages qu'on a qualifiés d'agrément, on double le tarif de l'eau. Et en fait, on avait fait une étude préalable sur une segmentation en fait, de toute la population pour essayer de voir effectivement à quoi ça correspondait pour ne pas pénaliser justement les familles nombreuses. Et contrairement à d'autres collectivités qui ont choisi une tarification progressive avec plusieurs paliers, on s'apercevait que ça pénalisait un certain nombre d'usagers. Donc on a vraiment choisi cette tarification pour ça. Je pourrais revenir sur la tarification après, parce que s'il y a des questions, parce qu'il y a des éléments de solidarité, y compris dans la tarification, qui sont un peu longs à expliquer, donc je ne vais pas expliquer maintenant. Simplement pour dire que cette assemblée continue à fonctionner, elle a fait ce travail-là toute l'année 2023, et en 2024, elle a été saisie de la révision du plan climat. Donc c'est l'Assemblée des usagers de l'eau a amené une réflexion et un questionnement. Ils ont balayé en fait tous les sujets qui leur paraissaient importants dans la révision du plan climat qui étaient liés à la question de l'eau. Donc voilà ces grands sujets stratégiques en fait sur lesquels l'Assemblée des usagers intervient, qui jouent un rôle vraiment important, hein, puisque leurs réflexions sont prises en compte véritablement dans la gestion et dans les politiques publiques qu'on mène à la métropole de Lyon. Merci beaucoup. Je vous retenez vos questions, on va essayer de passer au travers de nos intervenants là, et puis vous pourrez vous aurez une demi-heure ensuite pour poser vos questions si ça vous va. Et là, tout de suite après, on a Monsieur Poujol du cabinet Chloé de Sisteron qui va nous éclairer sur les enjeux de l'harmonisation de plusieurs communes dans des besoins et des contraintes qui ne sont pas toujours les mêmes, en cherchant des solutions collectives. Alors, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Effectivement, en entendant le témoignage d'une métropole comme Lyon, ça résonne sur certaines parties, et puis on se rend compte que nous, on est cabinet d'études, on travaille pour les communes du 04 et du 05, quasi exclusivement, qui a aussi énormément de différences. Les enjeux sont quand même très différents, on part de beaucoup plus loin, pour le dire assez clairement. Et peut-être à vocation de pédagogie, je vais essayer de vous donner un panorama des situations que nos communes, donc 04-05, les Alpes du Sud, rencontrent aujourd'hui. Bon, bien sûr, en termes de taille, il y a une énorme différence par rapport à des métropoles, que ce soit Lyon, Marseille, Paris ou autre. Mais en termes de... Donc du coup, la géographie, comme vous l'imaginez, est différente. Les ressources ne sont pas du tout de même nature. Elles sont pas... la topographie est très différente. Du coup, les réseaux sont aussi très différents. Ce qui crée d'énormes différences sur la manière de gérer le service public pour une agglomération urbaine et pour des territoires comme les communes rurales qu'on connaît. Mais du coup, qui dit énorme différence en termes de manière de gérer, dit aussi des contraintes différentes, des coûts qui peuvent être très différents, n'importe comment on les considère, qu'on les ramène à l'usager ou autre. Mais voilà, ce qui est important de comprendre, c'est peut-être que aujourd'hui, pour nos communes, on a, par rapport à la question de monsieur tout à l'heure, on a effectivement un panorama où on a sur les deux territoires, on a principalement les communes de taille importante, mais qui restent de petites communes en comparaison de départements comme le Rhône ou autres, qui, certaines de ces communes-là, ont choisi la gestion privée. Donc typiquement, il y a Forcalquier, Gap, Barcelonnette, Briançon, j'en oublie sûrement, mais voilà, vous voyez un peu aujourd'hui les principaux représentants de la gestion privée sur nos territoires, ils sont situés dans les zones entre guillemets urbaines, qui restent quand même des zones assez rurales. Et pour la grande majorité des autres, c'est un fonctionnement, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, en régie. Régie, ça veut dire que le fonctionnement du service est assuré par
la collectivité, donc principalement des communes, et pour certaines comme Manos qui est digne pour ce qui est du 04, des intercommunalités, donc communautés d'agglomération pour les deux territoires en question. Après, ce qu'il faut voir, c'est que quand on dit qu'on gère un service public, que ce soit de l'eau potable ou de l'assainissement en régie, ça ne veut pas dire non plus que le service public, que l'ensemble des missions qui sont nécessaires à vous amener l'eau au robinet, à récupérer l'eau usée sur votre branchement d'égout pour le ramener jusqu'à la station d'épuration et vers la rivière qui va récupérer les eaux une fois qu'elles ont été traitées, plus ou moins traitées d'ailleurs. Du coup, on n'a pas forcément que de l'action publique. Il faut bien avoir en tête que la gestion privée, de façon plus ou moins ponctuelle, mais elle est dans tous les cas très présente. C'est-à-dire que même les collectivités qui travaillent en régie font appel à de la prestation privée dans un degré qui peut varier énormément. Mais nous, on est bureau d'études, privée, on est en coopérative, mais il n'empêche, on est une entreprise privée, il y a beaucoup de collectivités qui nous sollicitent pour des missions qui entre guillemets, qui les dépassent ou pour lesquelles elles jugent qu'elles ont besoin d'une aide extérieure. Mais typiquement aussi les camions qui nettoient les égouts, vous voyez passer les gros camions citernes qui pompent, qui débouchent les égouts, tout ça, pour pas mal de collectivités, notamment des petites communes, quand on a 100 habitants, amortir un camion qui va coûter 50, 60, voire 100 000 euros, c'est pas faisable à cette échelle-là. Donc du coup, voilà. Donc aujourd'hui, la situation de nos territoires, elle est avec effectivement en nombre de communes très majoritairement de la gestion publique. En nombre d'abonnés, il faudrait voir parce que Gap baisse pas mal, Briançon aussi, donc il faudrait voir ce que ça représente. J'ai pas en tête les ordres de grandeur, mais voilà. Et aujourd'hui, comme vous le disiez pour votre association, vous êtes à un tournant, mais c'est vrai que les services publics locaux dans les Alpes du Sud, comme j'imagine dans beaucoup de zones rurales, sont aussi à un tournant. Et typiquement, c'est pour ça que je parlais de votre question tout à l'heure, quand vous disiez pourquoi M. Géant a fait ce choix-là, ou c'était derrière, pardon. Effectivement, c'est parce qu'il n'avait pas envie de se faire chier. Pour le dire clairement, il n'avait pas envie de se faire chier avec le service de l'eau parce que c'est des emmerdements, pour le dire clairement. Il n'a pas envie de se rajouter ça. Voilà, c'est un choix. Il a plus ou moins assumé. Il y a des élus qui l'assument, qui disent moi c'est trop compliqué pour moi, notamment proche de chez vous. Il y a des élus qui l'assument et qui. Et du coup, en fait, là, on a une situation où, finalement, la loi NOTRe, elle crée des facilités en disant, bon, ben, voilà, c'est obligé, on doit aller vers la communauté de communes veut aller vers la délégation à une entreprise privée, ben, c'est une sorte de fatalité, on s'y remet. Mais là, aujourd'hui, ça met tout le monde face à ses responsabilités. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, ben, le champ des possibles, il se réouvre pour toutes ces communes qui ne se sont pas embarquées dans des contrats 6, 10, 12 ans, des contrats avec des entreprises privées. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et avant de répondre à la question de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, il faut aussi avoir en tête un élément important, et notamment, ça me fait penser au cas de Lardier qu'illustrait le collègue tout à l'heure sur le diaporama. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que même les collectivités qui gèrent, alors à des bémols près pour les grosses métropoles où on a des concessions de services publics, enfin, des choses un peu particulières, mais chez nous, les gestions privées, type Lardier, type Fourcaquier, type Pierru, type Gap, c'est des délégations de services publics. La délégation de services publics, ça veut dire que vous confiez l'exploitation, la gestion courante à une entreprise. La gestion des investissements, des tuyaux, quand je vois le cas de Lardier, le rendement qui se casse la gueule de 30%, c'est pas dans la SEM qui est responsable. Pour être clair, hein, parce que dans la discussion, au bout d'un moment, avant de faire des choix, il faut que les choses elles soient mises sur la table. C'est pas la SEM. C'est les élus qui n'ont pas assez renouvelé les tuyaux. La SEM, eux, dans leur contrat, la mairie de Lardier ne leur demande pas de renouveler les tuyaux. Elle ne l'a pas demandé. C'est juste une insuffisance de renouvellement de leur patrimoine public qui fait qu'on en est là. Donc du coup, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a vraiment des questions, enfin, pas mal d'enjeux, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des communes dont l'exploitation, pour le Cisteronais, qui est un territoire qu'on connaît bien, qui a 60 communes, donc une grosse intercommunalité en termes de nombre de communes, en termes de
surpopulation, je ne le dis pas, ça vous... Voilà, mais du coup, l'idée c'est que on a beaucoup d'élus qui travaillent à faire fonctionner le service, c'est-à-dire des élus qui, quand il y a un problème de non-conformité, ils vont mettre un perlingot de javel dans le réservoir parce que du coup il y a eu des bactéries et voilà. Ils vont réparer la fuite le week-end avec la mini-pelle, soit l'artisan, soit carrément un autre adjoint qui a la mini-pelle, qui creuse, qui renouvelle les tuyaux, tout ça. Donc on a beaucoup en nombre, c'est très conséquent sur le Cisteronnais, mais pas que, hein, où on a du travail bénévole des élus, avec une moyenne d'âge qui dépasse largement la soixantaine, donc du coup avec une pérennité qu'il faut interroger, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ne seront plus élus, de leur gré, enfin, qu'ils le décident ou pas, ils ne seront plus là. Donc du coup, on a ce type de service-là, et puis après, on a tout un panel de services plus ou moins bien outillés en termes d'ingénierie, et notamment pour les mieux outillés, c'est localement Manosque et Digne, où ils ont des services intercommunaux qui pilotent avec des ingénieurs qui réfléchissent à l'avenir des services en termes de patrimoine, en termes de ressources, tout ça. Force est de constater aujourd'hui que c'est pas gagné non plus pour ces territoires. Il y a des enjeux. Alors Manosque, c'est tout frais, ils viennent d'élargir leur... Mais Digne, voilà, le directeur historique, membre actif de France au Public d'ailleurs, s'en va, quitte le navire, on ne sait pas trop ce qui va suivre. Voilà. Donc aujourd'hui, que ce soit pour les petites communes isolées, comme pour les agglos déjà constitués, déjà un petit peu expérimentés, il y a quand même beaucoup à faire et c'est un point de vue, hein, c'est mon point de vue en tant qu'assistant. Enfin, nous, on accompagne les collectivités et pas mal de motifs d'inquiétude sur ce que peuvent être les futurs services. Et je finirai là-dessus, après voilà, on va échanger au travers de questions, mais du coup, pour faire un rapide panorama des possibilités de structure pour gérer le quotidien dans l'avenir, en gros, vous avez soit le scénario où la commune s'outille, elle s'arme seule dans son coin pour assurer la gestion quotidienne du service. Ça, en général, elle sait le faire, elle l'a fait. Bon, la continuité, ça va, au bémol près que c'est des élus qui travaillent et que voilà, ça peut créer une certaine fragilité. Ce qui est plus délicat, c'est anticiper sur l'avenir, c'est-à-dire monter des projets pour dire, voilà, là, faut aussi avoir un élément de contexte en tête, qui est que nos réseaux, ici, c'est le cas à peu près partout en France, mais ici, c'est les années 1950-1960 pour l'eau, donc c'est la date de création des réseaux. Aujourd'hui, on est en 2024, donc ça veut dire plus de 60 ans de vie. On arrive à la fin de vie des réseaux, il y a eu un sous-investissement généralisé, hein, c'est gestion privée, gestion publique, là, tout le monde n'a pas assez investi. Et donc du coup, on se dirige vers un transfert vers les générations futures de difficultés de gestion. Donc voilà, donc, avec ces éléments de contexte, soit la commune s'outille toute seule et fait face à tous ces problèmes. Vous voyez, là je suis loin d'être exhaustif, hein, parce que j'ai il y aurait énormément de choses à dire, mais soit la commune gère ça toute seule, mais ça va être quand même un sacré défi. Soit elle le confie à une entreprise privée, mais là il y a tous les travers qui ont été assez largement mentionnés. Voilà. Et puis voilà, après les travers. Moi je viens de chez le délégataire, j'ai appris le métier chez la Société de Marseille, hein, que vous connaissez bien. Donc du coup j'ai vu aussi l'envers donc je ne suis pas du tout un défenseur loin de là de la gestion privée. Je ne pense pas que ça soit une solution, en tout cas pas pour nos territoires. Soit il y a quelque chose qui se crée, des regroupements choisis, qui ne soient pas subis comme ça l'était dans le cadre du transfert de compétences, parce que ça tombait vraiment d'en haut, hein, ça tombait vraiment de décisions. La loi NOTRe, c'est l'Assemblée nationale en 2015, c'est le gouvernement Hollande, si je me sens. Donc du coup, voilà, toute la difficulté et tout ce qui reste à construire, avec en plus une volonté politique pour ce qui nous concerne ici, qui me semble
à quelques exceptions près, je m'inquiète assez de savoir comment on va le faire. Par contre, il y a des possibilités, il y a beaucoup de possibilités, il y a des syndicats qui s'organisent, il y a des syndicats qui se renforcent, bon, il y a notamment le cas du CEPAL localement, du Jabron aussi, potentiellement. Mais voilà, là il y a vraiment quelque chose à inventer et effectivement d'y mettre une dose de participation citoyenne, ça serait bienvenu et ça serait en tout cas le bon moment. Mais du coup, ça veut aussi, ça implique que les citoyens se manifestent, soient force de proposition, pour que les générations futures puissent bénéficier du même service public dont on a bénéficié nous, sans trop se poser de questions, l'eau boule au robinet, et puis le... Maintenant, Camille Feller, qui est maire de Montlot, il a été évoqué pendant l'introduction cette histoire de 3 communes parmi notre communauté de communes qui ont choisi de rejoindre un syndicat, le CEPAL, regroupant 3 communes d'une communauté de communes voisines, Haute-Provence, un pays de Ballon, pour ne pas la nommer, et qui, dans une logique de fuite, en quelque sorte, de la mainmise de Fort-Calquier sur leur réseau. Mais je voudrais juste, avant de lui passer la parole, ouvrir une parenthèse là-dessus, c'est que notre résistance à ce transfert de compétences, c'était pas la résistance à la mutualisation, c'est pas parce qu'on voulait rester tout seul, chacun dans notre coin, c'est que ça se faisait de façon complètement bête, et c'était pas de la mutualisation, c'était du nivellement, sans prendre en compte les particularités de chaque commune, et en imposant à chaque commune la même solution. Donc on a voulu résister à ça, et maintenant, ben voilà, ces communes qui ont voulu échapper à la mainmise de Fort-Calquier, finalement, elles se retrouvent aussi dans une situation de mutualisation où des solutions intelligentes peuvent être développées. Voilà, Camille. Voilà. Donc, en fait, je ne suis pas le maire de Montlot ici, je suis la vice-présidente du CEPAL. Normalement, donc, c'est Nicolas Lapaille, le président du CEPAL, qui devait être là. Puis, bon, il n'a pas pu venir. Par rapport à ce qui a été dit rapidement, en fait, trop dit, monsieur Pujol, mais on ne s'attendait vraiment pas à l'histoire du Premier ministre. Et alors, je pense quand même que ça met tout le monde dans un certain embarras. En tout cas, nous, pour ce qui concerne la communauté de communes, il se trouve que déjà en 2018, on avait payé un bureau d'études, 60 000 € pour nous faire une étude pour étudier le transfert. Et à cette époque, tous les collègues étaient contre. Donc, dès qu'on a pu ne pas transférer de façon obligatoire, on était tous unanimes pour ne pas transférer. Là, donc, depuis 2022, quand même, on a repris un bureau d'études. On a refait je ne sais combien de réunions, je ne sais combien d'études, pour arriver en septembre 2023 où on a décidé d'anticiper le transfert. Enfin, le transfert et le délégataire, on devait le signer le 12 novembre. Alors c'était, comme on dit certains collègues, ou c'est trop tôt ou c'est trop tard, mais on y était en réalité à signer avec la SEM. Le contrat, il était écrit. Donc c'est vrai qu'au départ, on n'aurait peut-être pas pensé tout seul à partir au CEPAL, mais c'était en gros la seule solution pour garder l'eau en gestion publique. Vu qu'au niveau de la communauté de communes, il nous avait été démontré par A plus B, par le bureau d'études choisi, que c'était absolument pas possible de faire une régie publique pour les communes qui voulaient partir en régie publique. Donc on nous avait expliqué que ça aurait un coût vraiment trop cher et qu'en plus on ne trouverait personne à embaucher. Bon, il se trouve que, contraint, on va dire contraint, on a réussi à faire ce qu'on nous disait qui était absolument impossible de faire, c'est-à-dire adhérer non seulement au syndicat. Donc pour ce faire, il a fallu quand même demander au préfet qui a accepté cette adhésion, embaucher le personnel nécessaire par le syndicat, et donc travailler avec ce syndicat qui existait déjà depuis longtemps, parce que je ne sais pas si vous connaissez la géographie, enfin, sur Manuel Hospitalier, vous comprenez qu'ils sont très proches, et ça fait déjà depuis les années 60 qu'ils ont la même station d'épuration. Donc au départ, le CEPAL a été créé pour gérer cette station d'épuration commune, puis après, comme ils s'entendaient bien, ils ont géré aussi l'eau, et puis en 2015, Revès des Brousses a rejoint le CEPAL, et c'est un syndicat qui fonctionnait bien et qui est tout à fait bien outillé en termes de matériel. C'est vrai qu'on a découvert, presque on ne savait pas que ça existait, ce genre de matériel, mais en tout cas, en matériel que sur nos communes. Donc nous, quand je dis nos communes, c'est Revès-Saint-Martin, Liman,
et Montlot, donc il manque quand même 2 fois plus gros que Montlot, qui lui-même est 2 fois plus gros que Saint-Martin. Enfin, au maximum on arrive à 400 habitants, ça ne fait pas des capitales non plus. Mais donc on travaille ensemble. Un syndicat, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent, mais un syndicat c'est un délégataire. Non, un délégataire c'est une entreprise privée. Un syndicat, c'est en fait les 6 communes. Chacune des communes a 2 représentants. Et on fait donc des conseils, qui sont comme des conseils municipaux, sauf que c'est des conseils syndicaux, pour lesquels vous trouvez des libérations sur le site de la commune de Montlot. Vous pouvez suivre ce qui se passe. Et ça a l'avantage quand même de pouvoir mutualiser un certain nombre de choses, un certain nombre de connaissances aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous, on a une côte à Montlot, exactement ce que tu disais, c'est-à-dire l'eau potable à Montlot, c'est 1858, et la station d'assainissement, c'est 1958, et la station d'assainissement, c'est 72. Voilà. Donc, c'est quand même, on va dire, c'est très récent, mais effectivement, ça fait que des réseaux à un certain âge quand même. Une gestion qui était vraiment reposée, on va dire quasi exclusivement sur des élus, mais qui avait cette connaissance. Et cette connaissance, on ne voulait quand même pas la perdre, parce que quand j'entends tout le travail qui a été fait à Lyon pour impliquer les citoyens, dans une commune où maintenant il y a 200 habitants, il y en a quand même 11 qui sont au conseil municipal, ça fait déjà une bonne proportion, quoi, et les citoyens sont assez bien. Voilà. Et avec cette idée qui est fausse, mais en tout cas qui est dans l'imaginaire est très très forte à Montlot, parce que c'est une commune qui est très riche en eau, que c'est notre eau, il y a vraiment un attachement très fort et des élus et des citoyens. Il faut voir la mobilisation qu'il y a eu à Montlot pour garder l'eau en gestion publique, hein. C'est une mobilisation bien plus forte que dans n'importe quelle élection qu'il y a sur la commune, hein. C'est quelque chose qui est quand même très, très fédérateur. Donc dans l'imaginaire, les gens pensent que c'est leur eau et que c'est leur richesse. C'est leur identité un peu. Voilà. Donc la gestion par un syndicat, pour l'instant, puisqu'effectivement, bon, ça vient de tomber à la loi, donc la première chose qu'on nous a dit, c'est ben, alors est-ce que vous allez sortir du syndicat? Bon, en même temps, je vais vous dire que ça nous a quand même représenté un certain nombre d'heures et d'heures et d'heures de travail pour transférer. On a vraiment été aidés aussi bien par la trésorerie que par la préfecture. Et puis pour l'instant, on y voit surtout des avantages. Et le premier avantage qu'on y voit, c'est de mutualiser. En fait, on est des élus, c'est des élus. Bon, il se trouve qu'on a un président, il n'est pas là, mais il est extrêmement compétent pour ce qui est de la gestion de l'eau, je pense que tu peux en témoigner. Et en fait, par exemple, on doit faire des schémas directeurs d'assainissement, on consulte des bureaux d'études, mais on consulte pour 6 communes. Et c'est quand même plus intéressant que d'y arriver en disant on est 210, est-ce que vous pouvez nous faire un schéma directeur, surtout que notre réseau d'assainissement fait 2 km, c'est pas terrible, quoi. C'est tout petit. Au niveau du personnel, c'est pareil. C'est-à-dire, le jour où on a besoin d'avoir 3 personnes, enfin, Liman, ils sont en train de faire leur station d'épuration, et au début, c'est des roseaux, et au début, il faut débroussailler à la main, il faut enlever les plantes de tomates qu'on pousse, ça, c'est très très long, quoi. Pour une personne toute seule, c'est très très long. Si déjà, il peut y avoir 3 personnes qui l'ont fait, ben, forcément, ça a aidé la commune de Liman. Après, c'est vrai que même pour le suivi des chantiers, peut-être que vous n'avez pas l'idée, mais enfin, quand il y a des chantiers sur les communes, il y a des réunions de chantier au moins toutes les semaines, il faut qu'il y ait des élus qui soient disponibles. Mais si c'est pas l'un qui peut y aller, ça peut être l'autre. Et de toute façon, quand c'est sur une commune, il y a des élus de la commune, plus des élus d'une autre commune, du CEPAL, mais d'une autre commune du CEPAL. Moi, par exemple, je peux aller voir ce qui se passe sur Soummane et réciproquement. Nous, déjà, on a beaucoup appris en allant regarder les installations de toutes les autres communes du syndicat. Ça nous a aussi montré d'autres façons de fonctionner et d'autres problématiques. Chacun a ses problèmes, mais des problématiques qui sont très différentes. Donc, pour l'instant, je pense que les communes qui viennent de rentrer au syndicat n'ont pas l'intention d'en sortir immédiatement. Et ça en tout cas, ça nous a paru tout de suite au départ, quand tu as expliqué la problématique. Il y avait 2 problématiques. Il y avait la problématique que ce qui se passait, les citoyens n'étaient pas au courant. C'est-à-dire que, en tant qu'élu, moi je savais qu'on allait vers le transfert de compétences et vers la privatisation, mais en fait, c'était pas dans notre programme. Enfin, vous ne nous avez pas élu pour ça, puisqu'on ne savait pas qu'on a été élu, qu'on allait anticiper le transfert. Et vous ne savez pas non plus qu'on nous allait nous expliquer qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'était de tous partir avec un délégataire de service privé, voilà. Donc, il nous a pensé que c'était quand même important d'avertir la population. C'est-à-dire que moi, j'avais fait des réunions publiques à Montlot, mais quand on allait dans d'autres communes, on voyait bien que les gens ne savaient pas même ce que leur conseil municipal
avait voté, quoi. Donc que les gens soient impliqués dans tout ce que vous expliquez pour l'avenir, qu'effectivement, alors tous les deux vous nous avez un peu plombé l'ambiance, pour l'avenir qui va être un peu compliqué. De toute façon, je pense que tout le monde en a quand même conscience que la ressource en eau, c'est quand même quelque chose de très précieux et c'est quelque chose à gérer en commun, à partager en commun. Et il y a des choix et des décisions à prendre qui sont forcément délicates, et en tout cas, plus elles sont partagées et mieux ça passera. C'est le fait de vous informer et de vous impliquer dans tout ce qui se passe, ça nous semblait important. Alors, moi personnellement, ça m'a beaucoup été reproché. Bon, il y a eu beaucoup de représailles au niveau des subventions et tout ça. Et bon, malgré tout, je pense qu'on est élu on n'est pas élu que pour avoir des subventions pour sa commune, sinon, dans mon cas, c'est un peu loupé ces derniers temps. Mais par contre, on est élu pour vous rendre des comptes, quoi. Et je pense que c'est important d'avoir le maximum de transparence. Et un syndicat, vous avez des comptes rendus, d'abord les séances sont publiques, c'est affiché en mairie, donc n'importe qui peut venir aux réunions du syndicat, et les comptes rendus sont publics aussi, et on n'attend pas la fin de l'année, je veux dire, à chaque réunion du conseil syndical, c'est toutes les 6 semaines, il y a des comptes rendus, les comptes rendus sont en ligne, elles sont accessibles à tout le monde. Voilà. Merci. Merci. Alors, un sujet qui traverse toutes ces interventions, c'est quand même un peu la mobilisation citoyenne. Et puis on a ici quelqu'un qui va pouvoir, dans la personne de Caroline Roux, faire son témoignage d'une longue lutte pour mobiliser ces citoyens et retourner la situation avant que Michel Bernier s'en mêle. Non. Ça marche? Oui. Bonsoir. Oui, du coup, comme tu l'as annoncé, donc on termine un peu par le plus petit poisson. Moi, je suis ni élu ni technicien spécialiste de l'eau. Il y a près de 3 ans, il y a eu des réunions publiques organisées par le président du syndicat de gestion des eaux qui est sur 4 communes du Japon. Et donc c'est grâce à ces réunions publiques que j'ai pris conscience de... Vous êtes audible. Ça va pas? Donc c'est grâce à ces réunions publiques que j'ai pris conscience de l'enjeu, et à l'époque c'était vraiment l'enjeu du transfert de compétences qui devait se faire quelques mois après. Donc assez rapidement, avec une dizaine de personnes, on a constitué un collectif, à l'image de ce qui s'est passé ici, 1 an ou 2 plus tôt. On s'est intéressé à ce sujet, et à la suite de diverses péripéties, manifestations, demandes de réunions, demandes au pluriel, parce qu'on a eu 95% de refus de la part des élus de nous rencontrer. Donc ça a été compliqué. Mais on a quand même fini par avoir une argumentation précise, construite, qui a fini par faire basculer la décision, non pas pour l'absence du transfert, qui était encore du coup le mois dernier obligatoire, mais pour abandonner le projet de privatisation. Alors rien que ce mot-là était interdit par le président de la Comcom. La DSP n'est pas une privatisation, ça a été l'objet de nombreux échanges avec lui. Bon, ça c'est des arnaques langagières assez communes d'élus qui ne veulent pas assumer ce qu'ils font. Donc effectivement, le patrimoine reste public, la gestion, elle, est privatisée. Donc c'était pour éviter d'appeler ça privatisation, parce que les autoroutes, tout ce genre de choses ont tendance à exciter les citoyens. Donc une DSP, une délégation, est beaucoup plus facile à vendre, en tout cas, à ses concitoyens. Donc à la suite de ces échanges, ou de ces demandes, en tout cas d'échanges, ils ont fini par voter l'absence donc de contrat de délégation il y a 2 mois. Et le mois dernier, Michel Barnier nous apprend qu'il n'y a pas de transfert obligatoire. Donc disons que le deuxième sujet, on n'a pas contribué pour grand chose, mais sur les 2 tableaux, on a eu nos revendications à 100% satisfaites. Ensuite,
ensuite, moi ce que je trouve intéressant dans cette petite lutte qui concerne un territoire tout petit, 5000 habitants, c'est le fait qu'il y a une dizaine de citoyens, un petit noyau qui s'est constitué, et avec uniquement une personne, c'est-à-dire moi, qui me suis intéressé au dossier, au sujet, donc à faire ce que nous a montré tout à l'heure Thierry, de s'intéresser à des dossiers qui sont extrêmement longs, pas du tout agréables à lire, presque indéchiffrables en fait quand on n'est pas technicien. Mais bon, moi je m'y suis attelé, d'autres se sont attelés à faire de la communication, de la diffusion, des tracts, enfin bon, chacun a ses petits talents. Un exemple que j'ai trouvé vraiment sympa, assez novateur et sans aucune prétention, c'est-à-dire qu'il y a le syndicat le syndicat local de gestion des eaux, qui a fait un appel à la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire notre collectif, pour évacuer les roseaux de la station d'épuration, ce qui a permis de faire ça en 2 heures, parce qu'on était une quinzaine, quand d'habitude c'est un employé qui fait ça pendant une semaine, ce qui est parfaitement désagréable, compliqué parce que du coup ça empêche la station d'épuration de fonctionner normalement pendant cette semaine-là. Donc là en 2 heures on a pu faire un travail qui prenait une semaine. C'est un exemple de choses qui est assez, ça fait un petit peu penser aux travaux collectifs, pas forcément. Voilà. Les anciens payaient leurs impôts comme ça, on appelle ça les journées de prestation. Ou au Moyen-Âge les corvées. Simplement quand elles sont volontaires et qu'elles sont comme ça organisées par le représentant public, c'est plutôt agréable. Ça crée un lien qui est assez étonnant avec des personnes qui ne se connaissent pas forcément. Et donc voilà, c'est un exemple d'implication citoyenne parce que tout le monde n'a pas ni les compétences ni l'envie de s'intéresser à des dossiers, des chiffres, de manipuler tout ça. Par contre, manipuler une fourche ou une débroussailleuse, c'est accessible à d'autres. Donc ça, c'est plutôt intéressant de voir comment on se complète. Donc ça a été une première chose intéressante de notre mobilisation. Et la deuxième, ça a été dans la confrontation, la montée en compétence, moi que je trouve vraiment intéressant, la montée en compétence à partir d'une absence quasi totale de connaissances sur le sujet. Moi j'avais vu un documentaire peut-être sur la gestion des eaux de Paris il y a 10 ans, donc c'était assez limité. Par contre, le fait de s'y intéresser, le fait de parler à différentes personnes, à différents élus, de lire et de monter en compétences, et d'être au final en quelques semaines ou en quelques mois capable de discuter avec des élus, et même de largement dépasser leurs connaissances, parce qu'il faut voir que les élus arrivent à faire semblant, mais il y a des élus qui sont parfaitement compétents, heureusement, d'autres qui ne le sont pas du tout. Et ça, c'est vraiment compliqué quand on parle de la gestion des eaux. On est face à des personnes, je pense, pour ne pas le citer, je pense vraiment au maire de Pépin qui était extrêmement fier d'avoir négocié un contrat avec la SEM, parce que la SEM est notre prestataire unique en fait, donc que ce soit chez vous ou chez nous, c'est vraiment à côté. Et donc d'avoir négocié un contrat qui finalement a été annulé par notre mobilisation. Donc parfaitement fier de ses capacités, ce contrat était extrêmement mauvais. Sur le plan financier, c'était 63% d'augmentation. Sur le plan technique, il y avait un niveau d'exigence extrêmement faible, et même en dessous du niveau légal. Donc c'est vraiment en termes de rendement. Donc c'est vraiment hallucinant comment on peut être assez fier de certaines capacités. Au final, moi je dirais c'est les 2 points que je trouve intéressants, c'est le fait de se mobiliser et de trouver des compétences diverses qui n'étaient pas vraiment prévues mais qui sont utiles. Le faucardage, le débroussaillage d'une station d'épuration, la montée en compétences et le fait de s'intéresser à des sujets qui sont communs et qui ont des impacts extrêmement forts sur notre quotidien, sur notre portefeuille, un peu les deux. La question du prix que Anne parlait tout à l'heure,
la question du prix, où la plupart des gens, en tout cas quand on s'y intéresse pas, on a plutôt tendance à être contre l'abonnement, la partie forfaitaire, la partie fixe, parce que c'est vrai qu'a priori il est plutôt injuste. Je consomme pas, je paye quand même quelques dizaines d'euros, voire centaines d'euros. Ça c'est le premier élément qui m'a alerté sur le très mauvais contrat qui était signé, c'est-à-dire un abonnement quasiment à 0, à 30 euros annuel, voulu par les élus, pas voulu par la SEM. Ça c'était clairement une volonté politique. La conséquence, quand on a des territoires comme chez nous, ruraux, avec très peu d'habitants, non seulement il y a peu d'habitants, mais en plus il y a une proportion de maisons secondaires qui est très forte. Quand on est sur Sisteron, on a 5% de maisons secondaires. Quand on monte la vallée du Javron et qu'on arrive aux Aumergues, c'est-à-dire la commune la plus rurale, la plus éloignée, on dépasse les 50%, on est presque à 60%. Ces maisons secondaires, bon, on en pense qu'on veut, ça c'est pas vraiment la question. La conséquence sur l'eau, c'est que c'est des connexions, un entretien de réseau partagé, avec aucune cotisation, parce que quasiment aucun mètre cube consommé. Le mètre cube, sachant que c'est le critère qui fait la facture ou la recette, quand on n'a pas de mètre cube, il y a des maisons qui ont 3 mètres cubes par an parce qu'ils viennent 2 week-ends à 10. Mais voilà, c'est quasiment rien du tout comme recette pour le service public. Donc voilà, cette non prise en compte de la spécificité du territoire. Moi j'avais fait des calculs pour montrer aux élus à quel point c'était important, et j'avais fait des estimations sur d'abord 20% de maisons secondaires, ensuite 35%. Depuis j'ai eu les chiffres réels, on est au-delà de 50% dans quelques communes, et entre 30 et 50% pour de nombreuses communes rurales. Donc c'est vraiment énorme comme impact. Et donc c'est vraiment ce qui remet en cause pour moi les revendications sur la baisse de l'abonnement, au-delà même du principe que tu as évoqué tout à l'heure. Moi je parle vraiment sur une question de recettes, de justice, on va dire de justice sociale. Quand on a des territoires comme ça qui sont très peu denses, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes que dans des territoires légèrement plus urbains, en tout cas plus concentrés. Sur ma commune, j'ai 15 personnes qui ont zéro consommation parce qu'ils ont des sources. Mais après, ils sont bien contents, le jour où la source sera tarie, d'avoir accès au réseau. Donc c'est vrai que de mettre un abonnement très peu cher, c'est quand même faire payer sur les familles les plus nombreuses, en fait, parce que du coup, c'est le mètre cube qui est plus cher, les maisons secondaires et ceux qui ont déjà la chance d'avoir une source. Exactement, parce que c'est ça la conséquence du fait de ne pas cotiser, de ne pas tous cotiser avec un certain minimum, c'est que ceux qui cotisent, ceux qui habitent à l'année et ceux qui ont 1, 2 ou 3 enfants, donc qui ont le plus de consommation, leur mètre cube ou leur facture est exponentielle. Donc quand on fait des calculs, moi j'ai fait beaucoup de calculs sur ça, à partir du moment où on dépasse 120 mètres cubes, le mètre cube est plus cher parce que pour compenser les recettes, les absences de recettes des maisons secondaires, ça fait des factures qui du coup peuvent aller jusqu'à 1000 € pour une consommation de 200 mètres cubes. Donc c'est vraiment, vraiment important. Et ce qui est important de noter aussi, c'est qu'en pratique, vos communes ici, toutes les communes, la loi permet à toutes les communes de moins de 3000 habitants de faire des bascules entre le budget général et le budget de l'eau. C'est-à-dire que la loi française, c'est l'eau paye l'eau. C'est-à-dire que l'ensemble des dépenses du service de l'eau, que ce soit des dépenses de fonctionnement courant ou d'investissement pour refaire des tuyaux ou des travaux, sont censées être prises sur la facture. Donc en gros, vous devriez payer, normalement, l'ensemble des usagers, l'ensemble des factures de tous les usagers doivent couvrir l'ensemble des coûts de tout le service. Sauf qu'en pratique, dans nos territoires, il y a cette dérogation qui permet aux élus de le financer par l'impôt. Et en pratique, c'est très utilisé chez nous. Et du coup, le transfert de compétences mettait une fin là-dessus. Ce qui était à la limite un des bons côtés du transfert, parce que ça obligeait à faire un travail sur l'équilibre dépenses-recettes et à travailler sur faire payer vraiment le juste coût. Pas même sans parler du prix, de faire payer le juste coût. Et là aujourd'hui, alors on ne sait pas parce que là aujourd'hui, l'Assemblée nationale va devoir décider si oui ou non. A priori, c'est accepté, c'est qu'on ne va pas aller vers
transfert obligatoire. Par contre, qu'est-ce qui va en être de ces dérogations-là? C'est intéressant de suivre ça, parce que du coup, si c'est le cas, ça veut dire que l'hypocrisie peut se poursuivre. C'est-à-dire on peut tenir des prix bas, et vous avez l'impression que dans votre commune, vous payez 1,10 € le mètre cube, par rapport à d'autres, vous êtes bien lotis. Par contre, en fait, c'est dans vos impôts que vous payez le reste. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il vous coûte 1,10 €. C'est juste que 1,10 € est pris sur votre facture, et le reste est pris sur l'impôt qui est beaucoup plus opaque. C'est électoraliste en fait. Merci Pierre. Des questions courtes. Allô? Je vais faire court, je dois partir, je suis désolé. D'abord, merci beaucoup à tous les quatre et à l'organisation. Je pense qu'on va devoir travailler à faire la paix entre tous les gens qui habitent ici. On a oublié beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier que dans le monde agricole, les produits sanitaires ou phytosanitaires, qui sont aujourd'hui des poisons, ils ont changé nos vies ici. C'est ça qui a permis aux femmes et aux enfants d'échapper au désherbage dans les champs. Il faut se rappeler tout ça. L'eau, elle est arrivée à Fort-Calquier en 1959, à peu près en 1936, pour la création de l'Observatoire de Saint-Michel, à Saint-Michel Observatoire. C'est très récent, on n'a pas beaucoup de recul. Dans le temps qui viennent, on va avoir affaire à ce que sont les métabolites qui ont infusé dans les nappes phréatiques et qui vont ressortir maintenant. J'aurais aimé demander à la métropole de Lyon comment vous voyez l'avenir dans ce domaine, les liaisons que vous avez avec les ARS, parce qu'il y a 4500 captages fermés en France, je crois, aujourd'hui, tout vrai. On va se diriger vers de plus en plus de captages fermés, et on n'a pas aujourd'hui les outils pour traquer ces métabolites, qui sont des résidus terminaux petits, qu'on n'arrive pas à trouver, et qui vont probablement se révéler de vrais dangers. Ce qui me frappe dans l'Assemblée, c'est que nous sommes 80 à peu près ici. La moyenne d'âge dépasse les 70 ans, ou elle est proche de 70 ans. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de jeunes ici, et là, on doit tous être des militants de l'eau, de demain, pour inciter la jeunesse, nos enfants, nos petits-enfants, à se saisir de l'histoire de l'eau et à devenir des citoyens tout à fait responsables dans cette gestion. Je voulais juste vous dire ça avant de repartir. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci André, merci. Des questions. D'autres questions? Ah, vous avez tout compris. Je vous félicite, hein, parce que c'est compliqué. Oui, non, je n'ai pas vraiment tout compris. Mais j'avais une question sur l'Assemblée des usagers de l'eau. Est-ce qu'elle était dotée de moyens dans votre organisation? Est-ce qu'il y avait un secrétariat? Est-ce qu'il y avait un petit fonds pour défrayer les gens? Enfin, voilà. Est-ce qu'elle avait les moyens? Oui, j'ai pas tout dit, hein, parce que c'était bien trop long, mais effectivement, l'avantage d'une très grosse collectivité, c'est qu'elle dispose de moyens. Et on a à la métropole de Lyon un service qui s'appelle le service de la participation citoyenne et de la prospective, et qui travaille sur ces questions-là avec des gens qui sont formés en fait à la participation citoyenne et qui ont accompagné la démarche depuis le début en fait. Hein. Et c'est vrai que les méthodes d'intelligence collective, hein, pour faire travailler les gens ensemble, c'est pas, ça s'invente pas. Il y en a, enfin, il y a des gens qui ont un talent pour ça, et puis il y a aussi des méthodes. Et on a eu besoin effectivement de faire appel à eux pour faire tout ce travail avec l'Assemblée des usagers. Donc oui, il y a des moyens. Il y a des moyens. Il y a une personne en particulier, et puis un intervenant extérieur à qui on fait appel régulièrement, qui ont mené la démarche avec nous du début à la fin, plus un secrétariat qui est assuré par les services de la métropole. Mais c'est des choses, je pense qu'à l'échelle d'un territoire comme ça, vous pouvez travailler ensemble. On n'est pas sur une population telle que celle de la métropole de Lyon. C'est tout à fait possible de trouver souvent les compétences parmi les citoyens qui sont présents pour animer ce genre de démarche. Merci. J'aimerais savoir si au niveau de la commune Fort-Calquier-Montagne de Lure, vous allez rester définitivement les 3 communes à l'écart des autres dans ce projet de syndicat. Est-ce que tous les élus vont continuer comme des petits soldats gentiment à suivre le président de la Comcom?
Ou est-ce que vous en parlez? Comment sont perçus à l'intérieur de la communauté les 3 communes qui ont adhéré au syndicat? Je plombe l'ambiance. Je crois que la question est pour moi. Alors c'est très il faut comprendre que c'est très récent. Que effectivement ça s'est très mal passé. En fait, ce qui s'est très mal passé, c'est que c'est tout ce qui s'est passé avec le collectif, quoi. C'est le fait qu'il y a eu cette pétition, le fait que qu'on ait fait des réunions publiques. Les autres élus le prennent vraiment comme une agression, alors qu'en fait ils étaient invités à venir aussi discuter. Hein. Voilà. Et bon, voilà, ça s'est monté assez haut dans les tours. Donc actuellement, c'est vraiment très récent. Donc c'est un conseil des maires. Donc un conseil des maires, c'est une instance qui n'a aucun pouvoir. Et voilà, on réunit des maires, mais les maires ne font pas de conseil communautaire. C'est-à-dire c'est faire fi de la moitié des élus du conseil communautaire qui sont les élus de Forcalquier, en gros, plus des élus de Saint-Étienne-les-Orgues. Voilà. Il n'y a que les petites communes qui n'ont qu'une seule voix au conseil communautaire, les autres, ils en ont plusieurs. Et actuellement, donc, il y a des communes qui vont partir en DSP. Il y a des communes qui auraient voulu qu'on transfère et qui n'ont pas compris que s'il ne suffit pas qu'elles veulent, il faut qu'il y ait la majorité pour transférer, parce que c'est ou tout le monde qui est transféré ou personne. Par rapport à la question qui a été posée sur Forcalquier, c'est qu'effectivement c'était très compliqué pour Forcalquier, qui n'a pas la connaissance du réseau depuis des années, de reprendre la connaissance du réseau comme ça, puis qu'ils n'en avaient pas envie. C'est pour ça qu'ils préféraient aller aux délégataires. Maintenant, je pense que parmi les autres communes, fort de notre expérience, je parle notamment de la commune de Ongles, ça serait possible que la commune de Ongles adhère au syndicat. Enfin, le syndicat n'est pas fermé, quoi. Mais simplement, je dis, c'est fait quand même 180 000 € d'études qui ont été faites pour le transfert, du travail, ce qu'on peut appeler du travail. Il y a travail, donc pour eux c'est du travail, faire des réunions. Juste d'un coup on leur dit maintenant ça s'arrête, mais il faut que les gens retombent sur leurs pieds et se retournent là. Donc il y a eu des positions, chaque maire a dit si lui il aurait préféré transférer ou pas transférer, et puis quand la majorité ont dit nous finalement on préfère ne pas transférer, on a arrêté, on n'a même pas demandé aux autres, parce que c'était fini. Il suffit que la moitié soit contre le transfert. Donc après on verra, parler mieux que moi puisque c'est leur commune. Il y a des communes qui veulent se raccorder à l'eau du Verdon, c'est quand même un projet à 1,5 million. Donc ça concerne 3 communes. Donc pour moi personnellement, ça me semble évident que ces 3 communes devraient peut-être créer un syndicat à L3, quoi. Après ils feront ce qu'ils voudront. S'il y a des communes qui veulent absolument aller avec un délégataire, mais il y en a qui étaient déjà. Donc on n'en a pas parlé. On a expliqué le cas de l'Ardier où les élus sont très contents. Donc tu dis par rapport à l'investissement, tu connais bien le cas de Pierre-Heureux aussi, c'est que quand vous prenez un délégataire, en fait c'est pour ça que les collègues n'ont plus été trop pour transférer, parce que quand vous négociez avec un délégataire, il y a la part de l'eau qui est au délégataire et la part de l'eau où il aurait fallu reprendre les investissements et mutualiser les dettes. Et là, il y en a qui ont compris qu'ils se faisaient un peu avoir, quoi. Donc à la fin, la solidarité que nous, on nous dit vous êtes vraiment pas sympa, vous n'êtes pas solidaires et tout, il y en a qui ont compris qu'il n'y avait pas que des gagnants dans cette affaire. Donc il y a la part qui permet les investissements. Et les investissements, il ne faut pas les sous-estimer. Je veux dire, c'est vrai que chaque fois on ne parle que du prix de l'eau, C'est la première question, et même la seule question que m'a posée le président, c'est mais alors au syndicat, vous allez payer plus cher ou vous allez payer moins cher? Et j'avais envie de lui dire, je lui ai répondu parce qu'il se trouve que Liman et Montlot, pour l'assainissement, on va payer moins cher, puisqu'il se trouve que les autres communes ont déjà fait leur station d'épuration, que nous on va bénéficier du pré-relais de Liman, parce que Liman avait pris un pré-relais pour sa station d'épuration qui n'ont pas remboursé, et nous on est en train de devoir investir pour notre station d'épuration. Donc ce pré-relais va nous servir et ça va faire baisser le prix de l'assainissement. Mais pour moi le problème il n'est pas là. Pour moi le problème il est la qualité du service. Et ça c'est quand même c'est mensonger, parce que Montlot et Liman avaient un prix d'assainissement qui était extrêmement élevé. Mais parce que quand vous avez à amortir un réseau d'assainissement sur 30 abonnés, puisque c'est le cas de Montlot, il y a 30 abonnés, et que forcément le prix par abonné il est cher. Liman, ils avaient une station d'épuration, ils ont été contraints par l'État de faire la station d'épuration qui leur a coûté 400 000 €. Le maire précédent avait nettement augmenté le prix de l'abonnement à l'assainissement, et les gens du monde dans la salle le savent, mais il faut quand même que le service soit équilibré, parce que ça fait quand même
quelque temps quand même que les gens essayent de dégager le budget général et le budget de l'eau. Par contre, quand monsieur dit l'eau paye l'eau, là actuellement il se passe quelque chose d'assez grave quand même sur les agences de l'eau, parce que sur votre facture d'eau, vous payez pas uniquement la part pour la commune, mais vous payez aussi des taxes à l'agence de l'eau. En fait, la mairie est collecteur d'impôts, des redevances. Et malheureusement, ces redevances qui sont sur vos factures d'eau, et donc personne n'est exonéré, je veux dire, même le gars le plus pauvre, lui, il était exonéré de la taxe d'habitation qu'on a supprimée, mais il n'est pas exonéré des taxes à l'agence de l'eau, des redevances à l'agence de l'eau. Il se trouve quand même que l'agence de l'eau est ponctionnée par l'État pour faire tout à fait autre chose que pour l'eau. Donc quand on me dit l'eau paye l'eau, on aimerait bien que l'eau paye l'eau, mais c'est pas exactement le cas. Ça sert pour les parcs nationaux, pour les chasseurs et pour autre chose. Donc pour répondre à ta question, quel sera l'avenir des communes, de la communauté de communes, qui sera en délégation, qui va rester en régie publique, on ne sait pas trop. Crus a dit qu'il voulait rester en régie publique, Sigons. Les autres, ils ont dit qu'ils... C'est à nous de les convaincre. Oui, est-ce qu'on a une question? Oui, d'accord. Juste compléter sur les redevances de l'agence de l'eau, parce que c'est important et peu de gens le savent. En fait, 82% des redevances de l'agence de l'eau sont payées par les usagers domestiques. C'est-à-dire vous et moi, par nos abonnements et notre consommation, on paye 82% des redevances pour 26% des consommations. Donc l'équilibre en fait des agences de l'eau, elle est basée sur les contributions domestiques. En fait, les industries, les entreprises, les professionnels payent fort peu, et les agriculteurs, j'allais le dire, et les agriculteurs payent fort peu, c'est-à-dire qu'on a une part extrêmement faible. Les 18% restants sont des contributions, des redevances qui sont payées par l'industrie et par l'agriculture. Donc il y a un vrai déséquilibre au sein du financement même des agences de l'eau. Et de surcroît, ce que tu expliquais, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un plafond mordant, c'est-à-dire que les agences de l'eau, elles ont une autorisation, un espèce de droit de tirage jusqu'à un plafond, et si ça dépasse ce plafond, c'est annexé par l'État. Donc en fait, l'État, aujourd'hui, se sert effectivement sur le budget des agences de l'eau. Et on a négocié pour l'agence de l'eau Rhône-Corse Méditerranée, dont on fait tous partie, à Lyon et vous ici. On a négocié pendant 18 mois, plus de 18 mois, sur cette question du rééquilibrage des redevances par l'ensemble des contributeurs, y compris le monde agricole. Au moment on avait réussi à trouver un accord avec le gouvernement. Loi de finances 2024, on avait réussi à atterrir. Sur les redevances, sur la répartition des redevances également. Crise agricole au printemps, le gouvernement est revenu dessus. Crise budgétaire, le gouvernement revient sur le plafond mordant, alors qu'on avait réussi justement en partie ce rééquilibrage. Merci. Merci beaucoup à tous. Quelques minutes encore avant d'accéder au buffet. Je vais partager avec vous un texte de conclusion que nous avons mis au point tous ensemble, la collégiale de notre association. Que je vais donc vous lire. Donc, notre objectif est d'agir et d'avoir un impact. Échanger, c'est bien, mais au bout du compte, ce qu'on cherche à faire, c'est changer les choses. Alors, on vous renseigne, on vous réunit, on vous expose à toutes sortes de témoignages, mais bon, c'est pas seulement dans un but d'information, c'est dans un but d'action. C'est-à-dire que ces perspectives que nous avons élaborées ce soir, ça décrit le territoire dans lequel on peut s'aventurer si on a envie de changer les choses et si on a envie justement d'aller vers une gestion plus citoyenne de l'eau. On commence à comprendre comment ça peut fonctionner. Maintenant, il faudrait voir comment on peut y arriver. Aujourd'hui, on peut esquisser un plan de bataille assez sommaire du fait l'évolution de la situation est très récente et ça va demander forcément une réflexion un peu plus longue, mais voyons déjà la direction que ça pourrait prendre.
Donc d'abord, il faut continuer pour nous à communiquer, mobiliser, car pour aller dans ce sens-là, ce sont les citoyens, je crois qu'on en a eu la démonstration, qui sont le vrai moteur des changements de société, aussi profonds que ceux qu'on envisage. Ensuite, il faut se servir de cette mobilisation, une fois que les gens sensibilisés, pour faire pression à l'échelon politique, pour avoir un impact sur la gouvernance. Dans le cas du Grand Lyon, toute cette organisation a été bénie, en quelque sorte, par la gouvernance, alors que nous, on est un peu à vent debout, là. Ensuite, donc une fenêtre est en train de s'ouvrir, qui va faciliter cette mise sous pression, c'est celle des municipales de 2026, qui commence déjà à susciter des prises de position et des manifestations d'intérêt. Dans 1 an et demi, il y a les municipales. C'est les municipaux qui peuvent être moteurs dans cette histoire si on appuie suffisamment dessus. Nous avons déjà parmi nous, dans notre collégial, dans notre groupe, dans nos sympathisants, des élus et des futurs candidates au conseil municipal qui vont nous permettre d'avoir déjà un pied dans la place. Notre lutte pour une gestion de l'eau démocratique, avec l'exemple qu'on a eu, équitable et raisonnée, doit devenir un enjeu crucial pour ces municipales. Notre objectif, c'est que cette question-là soit sur la table des prochaines municipales et soit un enjeu dont vont s'emparer les candidats, qu'on pourra interroger sur ces questions et leur demander de s'engager de façon suffisamment claire pour qu'on puisse ensuite leur demander des comptes à ce sujet. On rentre dans une logique électorale. Alors, comment arriver à ce résultat pour avoir un impact réel sur les municipales dans 18 mois? Alors, pour bien faire, il faudrait que 6 mois avant cette date, au plus tard, je crois, pour avoir le temps de déployer tous nos moyens, nous puissions communiquer largement sur une sorte de cahier des charges de la gestion citoyenne de l'eau. Ce cahier des charges ne sera pas seulement constitué d'objectifs, on doit avoir déjà préfiguré les moyens et les stratégies pour atteindre ces objectifs. Ce cahier des charges doit être un mode d'emploi qui liste les ressources et démonte par avance les faux obstacles qu'on nous opposera. Donc il faut développer du discours, des arguments, des méthodes et démontrer que tout ce qu'on cherche à faire, c'est réalisable, c'est accessible. Et faire en sorte que ceux qui seront contre ça ne fassent pas l'assentiment des électeurs. Ce sera la feuille de route de l'élu qui s'engagera sur la vision que nous proposons. Ce cahier des charges va demander pas mal de boulot. On doit d'abord identifier aussi précisément que possible les objectifs qui se situent sur des plans différents, tout en mesurant la faisabilité, de sorte qu'on ne poursuivra pas, évidemment, un rêve inaccessible. Cela va demander des consultations, des entretiens, de la documentation, des déplacements, sans doute, pour aller voir sur le terrain des exemples de fonctionnement, et puis des synthèses, des échanges, des discussions pour aboutir à un jeu d'objectifs stabilisés. On va aller à Lyon. Il y a quelques différences. Ils ont 3 habitants de plus, par exemple. Et puis, voilà. Mais il y a quand même l'axe ruralité et urbanisation est assez structurant dans tout ce qu'on a entendu ce soir. Il y a des constantes et puis il y a des différences, quoi. À ce stade, de façon très succincte et rapide, et certainement que ça devrait évoluer, on identifie quand même 5 pistes de travail. Par exemple, la gouvernance démocratique dont on a pu parler, qui pourrait nous amener vers quelque chose qui pourrait ressembler à une assemblée citoyenne, sans doute structurée de façon un petit peu différente à ce qu'on a entendu. Les mesures sociales, notamment sur les questions d'abonnement, de gratuité des premiers mètres cubes, etc. L'eau est un bien commun qui doit être accessible à tous. La répartition de la ressource, là, il faut effectivement s'intéresser aux questions d'industrie, d'agriculture et de population. Un équilibre raisonné et transparent qui prend quand même en compte les enjeux économiques, parce qu'on a parfois l'impression de se faire complètement braquer par les agriculteurs et l'industrie, mais il faut quand même leur laisser quelques marges, quoi, parce que ça a aussi un sens dans le tissu économique. L'exploitation de la ressource, c'est-à-dire le respect des contraintes climatiques et environnementales, qui est un enjeu de plus en plus pressant, et puis comme le disait Anne, c'est pas la SEM qui va s'en occuper pour nous. Et la gestion multicommunale, c'est-à-dire comment on peut, de façon, c'est complexe, comment on peut mutualiser
les ressources et les contraintes de différentes communes qui sont différemment constituées, avec des syndicats, des sociétés publiques locales, de l'intercommunalité, sur des territoires qui ne sont pas forcément calqués sur les découpages administratifs, comme on le voit, on a un syndicat qui traverse deux intercommunalités. Alors tous ces enjeux sont interdépendants, donc ils doivent être envisagés conjointement, mais aussi qui peuvent être creusés individuellement. Donc idéalement, il faudrait maintenant constituer avec vous la population sensibilisée et mobilisée, autant d'ateliers que d'enjeux identifiés. C'est-à-dire qu'on a besoin, c'est un appel, hein, on a besoin de, c'est pas notre petite bande là, de je ne sais pas combien, on est une demi-douzaine, qui va faire tout ça tout seul, d'une part à cause de la charge et d'autre part à cause de la représentativité, comme on l'a écouté tout à l'heure. Il faut que beaucoup de gens se penchent sur le projet pour faire valoir des points de vue différents. J'ai dit tout de suite qu'il y a une feuille là sur la table des adhésions là où vous seriez bienvenu d'inscrire votre nom et votre mail par exemple si ça vous intéresse de participer à cette belle aventure. Voilà. Dans un deuxième temps, on pourrait réfléchir à la stratégie politique, administrative et organisationnelle de mise en œuvre de tout ça, compte tenu des lois, des règlements, des dispositifs, des aides disponibles. Comment impulser le changement, comment convaincre, décider et trouver les moyens pour arriver à nos fins. Encore 6 mois de travail en atelier, sans doute, et puis on y sera dans un an, avec ce fameux cahier des charges dont je parlais, 1 an, 6 mois avant les municipales. Donc récapitulons, dans 6 mois, on a nos objectifs, 6 mois plus tard, on a la feuille de route pour y arriver, puis ensuite on a 6 mois pour convaincre les élus, les candidats, etc. Juste une parenthèse par rapport à tout ça. À l'intérieur dans toute cette dynamique, il faut commencer sans doute bientôt à mobiliser dans les communes qui sont menacées par la DSP ou qui y sont déjà pour répandre la bonne parole et faire en sorte, parce que ça on les retournera pas rapidement, et leur expliquer ce que c'est qu'une régie publique et les inviter à aller dans cette direction. Voilà. Juste un dernier mot avant d'aller là-bas. On remercie la commune de Saint-Étienne-les-Orgues qui nous a accueillis pour cet événement. Voilà.